Je suis sûr que tu as déjà cherché des podcasts Harry Potter partout. Pas dans la session réservade. À chaque fois qu'on fait cette introduction, tu sais ce que je ressens? Je me sens comme Harry avec sa cape d'invisibilité, juste la petite main qui dépasse de la lanterne. Avec la petite lanterne comme ça, tu vois? J'avais vraiment peur dans la scène où le livre s'ouvre. Mon Dieu. Tu connais le mème où le livre s'ouvre et Mélodie en sort en faisant des falsettos? Non, quand elle faisait ça. Ça n'ira plus avec l'œuf. Cet œuf doré, tu sais, à l'époque où il s'ouvre dans la salle commune. Non, le gars russe qui chante là-bas. Tarararara, mec. Du coup, j'aime bien les mèmes de Harry Potter et ils m'ont bien fait rire. Faire un épisode ici sur les meilleurs mèmes de Harry Potter vaudrait le coup. J'adore la créativité des gens, c'est incroyable. D'ailleurs, on va déjà confier à tout le monde la mission d'envoyer des mèmes super créatifs. Je pense aussi, soit vous envoyez par message privé, soit, je ne sais pas, envoyez-nous ça par où vous voulez, sur Twitter, partout. N'envoyez pas par la poste, c'est compliqué. Là, le mème où le gif arrive, À développer. Le gif, c'est de soulever la page comme ça. Regarde. Non, mais c'est vraiment bien, mec. Je m'amuse, hein? j'adore. Pas seulement avec les mèmes Harry Potter avec tout, je ne pense pas. La vie a besoin de mèmes. Non, c'est nécessaire. Elle doit être un peu amusante. Les gars, cet épisode sort ici sur Calderon ou Furado. Et maintenant, vous pouvez déjà aider ici. Vous êtes réservés. Laissez déjà un like au début de la vidéo maintenant. Il est important de regarder sur YouTube. Mettez un j'aime avant d'oublier. Si vous nous écoutez sur Spotify, j'ai une info pour vous, hein? Information. Nous, chez Session Reservada, avons dépassé les 200 000 streams et téléchargements ici. Regardez. Et aussi, on continue d'être noté 5 étoiles, mec. C'est vraiment la classe, non? Alors, Merci à toi qui nous écoute aussi sur Spotify. Laisse-nous déjà cette note de 5 étoiles, merci. merci les gars. Le QR code du Momento Berador reste affiché. Tu peux le scanner avec ton téléphone ou que tu regardes sur ta télévision. Et envoie ton message, car à la fin de chaque épisode, on va lire les messages que vous envoyez. Allons-y. Momento Berador. Je suis content, Thiago, tu sais pourquoi? Dans ces 100 réservades, on échange des idées. Ici, on discute. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de discuter avec les gens. Tu comprends? J'aime ça. Et les gens aussi, tu vois. Parce qu'ils disent, vous me tenez compagnie le vendredi soir, maintenant je peux dîner, maintenant je peux faire la vaisselle. Quelqu'un a noté qu'elle répond parfois en même temps que nous, comme si elle discutait. En train de discuter. Juste là à la table, à la même table, mais vous êtes ici avec nous. Qui sait, peut-être qu'on fera une édition ici avec 2 abonnés qui participent. Ah, ce ne serait pas super. Il y a une. Il y a une fille qui, à chaque commentaire de Session Reservada, je la vois là, c'est vraiment sympa parce qu'elle commente pendant qu'elle regarde. Donc, elle met à telle minute, je suis d'accord. À telle minute, je suis d'accord. Je trouve ça vraiment cool. Donc, merci pour votre compagnie, les amis. On approche des 40 épisodes. Et tu vois, on est dans une phase où je ne sais même pas quand cet épisode va sortir. Il se peut qu'il y ait une nouvelle d'ici à ce que cet épisode sorte. Nous enregistrons cet épisode le 1er juin. Juillet. C'est bien de donner du contexte aux gens. Nous sommes entrés dans le mois de l'anniversaire de Harry Potter. Oui, et aussi celui de Neville Londubat, le pauvre, toujours oublié. Le 30, c'est Neville, le 31, Harry. C'est moi qui oublie toujours Neville, sérieusement. Les gars, joyeux anniversaire. Harry, joyeux anniversaire. Neville, c'était hier. Tu as vu la page Harry Potter quand c'est l'anniversaire de Draco Malfoy? Il y a toujours Draco qui débarque. En bas, Draco est devenu Neville. le pauvre. Wow. Mais espérons que Neville aura son moment de gloire dans cette série. On lui prépare un petit gâteau. Non, s'il te plaît, chante Joyeux anniversaire à Neville. Je vais chanter joyeux anniversaire. Je pense que l'anniversaire promet, parce qu'en plus de l'anniversaire, on va aussi avoir la Comic-Con de San Diego, juste après la Coupe du Monde, non? Parce que je suis encore un peu dans le rythme de la Coupe. Allez, Brésil. Eh bien, quand cet épisode sortira, on aura peut-être déjà gagné ou perdu contre la Norvège. Ah, je suis plein d'espoir. Je suis plein d'espoir. Je pense qu'on va envoyer la Norvège ramer une dernière fois. Ils vont ramer jusqu'à la maison. C'est ça. Ici, c'est O-U-E-U. Ouais, allez, allez. Non, tu te rends compte du nombre de mèmes qu'il va y avoir sur les gars qui rament pour rentrer chez eux? Dans le dernier épisode, j'ai dit que Neymar entrerait en seconde mi-temps et marquerait. Non. Il est entré, il n'a pas marqué de but. On a gagné. Quel match, hein? On a souffert, mon Dieu. Oh là là, non. Le pire, c'est que je crois que j'avais dit que Neymar allait marquer un but lors du match contre l'Écosse. C'était encore la phase de groupe. Non, et Katharina aime Vini Junior, n'est-ce pas? Oui. J'ai demandé à ma fille si Vini Junior allait marquer aujourd'hui. Elle a répondu non, il est vieux. Oh mec, pauvre Vini Junior. Oui, Je pense qu'elle a vu cette pub où il apparaît comme un magicien de la bête. Là-bas, tu sais. D'ailleurs, les gars, Best 36, je rigole. Non, non, non. sur cette chaîne, il nous faudrait bien un sponsor.
Mais tu sais, On va arrêter de discuter. je suis en train de geler ici. Kako, t'as conclu un truc dont je suis pas au courant. Caco, pitié, non, je plaisante. C'est... Allons-y, attends. Voilà le contexte. Posons le contexte de l'épisode d'aujourd'hui parce que l'épisode d'aujourd'hui va être très amusant. Nous avons sélectionné 50 affirmations. Je peux appeler ça des affirmations. Je peux les appeler des affirmations, non? C'est comme si c'était... Hein? Oui, disons que ce sont des affirmations que nous... Va dire si on est d'accord ou pas. Et on va en discuter. Et on va en discuter, c'est ce qui est le plus intéressant dans l'épisode. Donc, je vois déjà le titre de l'épisode, 50 affirmations polémiques là. Voyons voir. Je suis prêt. Je suis prêt. Et toi? Waouh, je la vois là parler de Haaland, non? Tu as vu Dragon Ball? Ouais, il le transforme en Majin Buu. Ouais. Je trouve ça trop stylé, mec. Haaland me fait peur, mec. Ce gars-là chez moi, Haaland dehors, en train de frapper et de faire du bruit. J'aime bien celui où il sort en marchant. On dirait celui du picapo quand il attrape le poulet. Oui, c'est ça. Waouh, mec. Mais allons-y pour les affirmations. Pour nos affirmations ici. J'y suis allé. Tu veux donner un peu plus de contexte? J'ai été distrait parce que mon ami Galdino, d'ailleurs, salut Galdino, vient de m'envoyer un message disant qu'il a acheté le Draco Malfoy de Inart. Tu l'as, celui-là? Il vient juste de sortir. Non, il vient juste de sortir. Waouh. Il l'a déjà acheté et m'a dit: Ami, je l'ai acheté. Non, il ne vient pas de sortir, il est juste disponible en précommande. Je vais faire une réclamation. Je peux? Oui, vas-y. Une mafia de salauds. Le collectionneur, non, il vend des objets de collection. Les gars font comme ça. Les gars, Inart, c'est genre du très haut niveau dans le collectionnisme, non? Et ceux-là, ils sont sous licence? Ils sont tous sous licence. Alors, que se passe-t-il? Ils ouvrent l'après-vente, ne vendent pas et n'envoient rien vers l'Occident. En gros, ils n'envoient pas. Tu dois l'acheter normalement là-bas. N'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ouvrent l'après-vente, les gens achètent genre en quelques secondes. Je te jure, ça s'épuise en quelques secondes les articles. Et ensuite, ils les mettent déjà en vente sur eBay au double du prix. Tu vois? Alors, en gros, la seule façon, Sur le site de Inart. il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen? On n'a pas le temps? Pas à ce niveau-là, c'est ça? Il n'y a pas le temps, je te jure, on n'a pas le temps. Combien de pièces tu penses qu'il y en a? Je ne sais pas combien de pièces il y a. Mais 1000 pièces peut-être? C'est limité, mais franchement, mec, c'est bizarre. Et genre, sur le site d'Inart, c'est 400 $. Les gars vendent ça à 8 cents sur eBay? Ouais. Et c'est le drago de la pierre philosophale? Oui, ils sont tous de la pierre philosophale. Ils sont tous de la pierre philosophale, Pierre philosophale. Tu as vu Harry Capizzo? mais quelques extraits de Caco qui ouvrent pendant qu'on parle d'Inart pour donner du contexte, car ces objets de collection, quand tu as montré les détails, ça m'a vraiment captivé. C'est celui qui bouge les yeux? Mec, le drago aussi bouge les yeux. Il y a un aimant? Oui, c'est un aimant. Le Harry est encore manuel, il faut retirer l'arrière de la tête et le manipuler de l'intérieur. Mais les plus récents, alors... Épine dorsale en chocolat, ça vient avec ça, la baguette vient dans cette petite boîte. Mec! C'est bizarre, non? C'est bizarre. Et il y en a encore un autre qui est sorti. Et en plus, c'est pas cher. Pour ce que c'est, d'accord? Genre 400 $. Non, non, vas-y. 400 $, c'est pas cher. Oui, oui, non. Genre... Ce que je veux dire, c'est quoi? 2000 raies? Ouais. Ouais, pour le niveau de détail sur le site des gars, tu vois. Après, les gens revendent. Il te saigne? Hein? Ouais. Ouais, maintenant, c'est sorti. Il y en a un autre d'une autre marque qui s'appelle JND Studios, qui est en silicone. Tu vois des vidéos de gens qui appuient comme ça? Je vois ça. Je pensais que les gens faisaient ça, genre, je sais pas, avec une imprimante 3D, ceux qu'on peut presser, tu vois? C'est aussi sous licence. Mais passons à nos affirmations. La première affirmation, allons-y, mon cher Thiago. Il y en a 50, il y en aura 50. 50 affirmations, d'accord? La première affirmation, je me sens comme dans ce débat. Un spécialiste contre 20 imbéciles, tu sais? Je suis un imbécile. Non, non, voyons. Pourquoi ils affirment ce truc? Allons-y. Je suis un imbécile. Désolé, désolé. Hein? Le gars s'est traité d'imbécile et s'excuse encore. Celle-là était vraiment bonne. Première affirmation, la série doit complètement changer l'apparence des sorts. Je suis tout à fait d'accord. Je dois être d'accord, c'est ça. L'épisode est terminé. Non, tu dis ce que tu veux. Non. Je suis d'accord, non, je suis d'accord et je vais même plus loin. Je pense que ce n'est pas seulement l'apparence des sorts. Moi, il y a déjà cette théorie selon laquelle chaque sort aura son propre geste, hein? Un geste différent. On le voit dans le documentaire, Hermione lance un sort en métamorphose et fait ça, mec, comme dans Naruto, tu vois? C'est le jutsu, n'est-ce pas? C'est le jutsu. Et c'est cool, je pense que tout ce qui est ajouté et qui est différent des films, j'apprécie vraiment.
Alors tu es d'accord? Je suis d'accord, je pense que oui, les sorts devraient avoir une apparence différente. Et l'aspect différent, en plus des mouvements, enfin le visuel, donc mettons un aspect magique à ce truc. Écoute, je vais te dire un truc, par exemple, l'Avada Kedavra, je sais qu'il est décrit comme un jet de lumière verte, par exemple, mais je pense que tu peux rendre ça plus cinématographique, non? Parce que la série, en quelque sorte, tout vient du naturalisme, tout reste encore là-dedans, mais je pense qu'au moment des sorts, c'est bien d'ajouter cet effet spécial plus marqué. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il faut changer aussi et surtout, ouais, je pense qu'il faut vraiment explorer la différence entre chaque sort. Parce que je ne sais pas si tu as aussi cette impression. Les gars, vous qui regardez, qui écoutez, je ne sais pas si vous avez aussi cette impression que tout semble un peu pareil dans les films. Vous voyez? Genre que même quand on se bat, Je pense que Expelliarmus, il est lancé à plusieurs moments dans les films et on dirait qu'à chaque fois, c'est différent. c'est un sort différent, ouais, donc je pense que franchement, ça doit vraiment être différent, que ce soit dans les mouvements ajoutés ou dans l'apparence des sorts. Évidemment, faut l'Avada Kedavra, c'est un jet de lumière verte, comme tu l'as mentionné, ça restera un jet de lumière verte, mais il peut être amélioré, tu vois, avec des mouvements, avec quelque chose comme ça. Tu sais, Un de mes visuels de sorts préférés, c'est au club de duel dans la chambre des secrets. Je crois que quand Severus Rogue lance Expelliarmus, il se passe vraiment quelque chose, puis Harry utilise Expelliarmus contre lui. Il vole sur le lit, t'as tout qui explose, on dirait que tous les sorts deviennent des réductos dans le film. ouais, on dirait que tout est un peu violent, non? Tout est un peu violent. Exactement, exactement. Le bombarda que Hermione lance là dans le film, Il semble ne pas avoir vraiment de différence, non? Non. je ne ressens pas ça, donc j'aime beaucoup cet ajout, je le trouve pertinent. Alors, très bien, passons à la prochaine de notre liste ici. La prochaine affirmation de la liste commence déjà sur les chapeaux de roue. Mec, ça y est, ça commence. Harry devrait finir avec Hermione. Non, cette affirmation n'a pas de sens, d'accord? Je pense que dans ce monde, moi, je dis, j'ai appris à ne pas juger les personnes qui imaginent. Je juge, mais je pense que l'imagination a de la valeur. Oui, mais non, je ne pense pas que ça colle. Je pense que Harry et Hermione représentent des personnages comme frères et sœurs, tu vois. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Non, franchement, jamais. Je ne pense pas qu'ils devraient finir ensemble. Je pense que ça n'a rien à voir, il n'y a aucune alchimie de couple. Je trouve qu'ils ont vraiment cette vibe d'amis, de frères et sœurs, tu vois. Et je ne pense pas, à aucun moment, vraiment à aucun moment, je n'ai jamais senti que Harry allait sortir avec Hermione ou qu'il aurait un sentiment pour Hermione de ce genre, tu vois? Jamais, jamais, vraiment jamais. Donc pour moi, ça sonne même bizarre. Mais l'une de mes choses préférées dans Harry Potter a toujours été de voir l'évolution, livre après livre, et surtout les relations qui commencent à se développer, n'est-ce pas? Et j'espère vraiment que dans la série, évidemment pas dans la première saison parce qu'ils n'ont que 11 ans, mais à partir du prisonnier, là, à 13 ans, voir quelque chose, oui, Que ça se passe de façon naturelle, comme dans la vie. Oui, n'annonce pas. Tu sais, ces liens se créent. Même enfant, tu n'as jamais. Quand tu étais enfant, tu n'as jamais eu un petit béguin? Oui, c'est normal, ça arrive. Pas besoin que les enfants soient là à se rouler des pelles, à s'embrasser. Non. je pense que les enfants de la série pensent à ça. Par exemple, Alistair, il dit mince, ou Arabella, mince, je vais devoir embrasser ce garçon. Mais que, ah, Je sais. Ouais, je ne sais pas si ça leur passe par la tête. Ils sont encore très petits. Ils sont très jeunes, n'est-ce pas? enfin, c'est seulement à l'adolescence, à la puberté. Et il y aura sûrement des histoires entre eux en coulisses. Tu sais, des petits béguins les uns pour les autres. Ah, ces choses-là arrivent. Emma n'était pas avec Tom Felton. Du coup, Locke Spratt sera le tombeur là-bas. Le beau gosse dans le coin. Comme le gamin A, tu vois, comme le gamin est grand et il a déjà 14 ans, non? Et ça m'a beaucoup rappelé une scène en coulisses où David Yates disait: Aujourd'hui, vous allez tourner la scène du baiser. Tu as déjà vu ça? Cette semaine, il dit ça. Ils ont dit: Vous allez tourner la scène du baiser. Et il est resté genre: Quoi? Alors Daniel, mais oui, je vais être là pour regarder. Lui, tout le monde était là au moment de mon baiser. Je trouve ça trop bien, mec. C'est trop cool. On voit bien qu'il s'amuse pendant ce tournage. Alors, non. Hermione et Harry, non. Moi, et je vais plus loin. Et j'en rajoute. Et j'en rajoute. Moi, toujours. Les indices pour moi de Ron et Hermione en couple, je les ai toujours perçus comme ça. Je les ai toujours remarqués. Et genre, tu vois, Oui, le couple qui se taquine, se taquine, se taquine. ils étaient faits, tu vois, pour être un couple, tu sais. J'adore. Une de mes scènes préférées, c'est Hermione qui dit
Et toi, tu es genre non. Non, ton futur époux. Et toi, tu es. Puis la sœur répète, tu es. Mec, c'est trop bien. Sérieusement. Je trouve ça cool quand Ron, dans le livre, dans le 6e livre, il dit: «J'ai lu un livre ici sur, tu sais, comment s'y prendre avec les filles», je sais pas quoi. Non, c'est un trésor et il le donne à Harry. Waouh! Mec. Passons à notre 3e adaptation. Celle-ci, tu ne l'as pas. Celle-là, tu vas rire, mon ami. Je vais rire, voyons voir. Celle-là, tu vas rire. Non, celle-là, c'est toi qui commence. C'est toi qui commence à parler. Je veux connaître ton avis en premier. La fille a été mal adaptée dans les films. Oh, mon ami. Elle a été mal adaptée, mal dirigée, mal choisie. Ah, C'était vraiment le cas, oui. mon ami. Je n'ai pas beaucoup vu la première Ginny, la Gracie, jouer dans la série. J'espère au moins que la deuxième aura du charisme. Le charisme, c'est un point important, bien sûr, d'accord? Et si tu choisis un acteur sans charisme, tu sais, j'ai vu quelqu'un qui n'a pas de charisme l'autre jour. J'ai même dit, mec, je dois lancer cette polémique avec Ronaldinho Gaucho. Moi? Je vois les publicités de Ronaldinho Gaucho. Ce gars-là, c'est du pur charisme, mec. Ce gars-là, c'est du pur charisme. Rien que sa présence, Il est vraiment bon, mais c'est comme ça, mec. Je vois les publicités. s'il y a un barbecue là-bas, j'y suis. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit ça. C'est cette publicité qui m'a fait penser ça. S'il y en a, j'y suis. Non, je te jure. On dit qu'il est toujours partant pour les plans improbables. Non, je dis que j'y suis, puis non, mec, c'est obligé. Je pense que c'est ça qui fait tout le charme, justement parce qu'il est comme ça. Mais celle de Gina ici, bon, on n'en parle même pas, hein? Non, Gina est un personnage qui, si elle est bien adaptée maintenant dans la série, vous verrez qu'elle va devenir l'un des personnages qui brillent. Des personnages féminins très appréciés comme Luna et Hermione, non? Ivana Lynch a vraiment donné de la place à Luna, non? Ce que je veux dire, c'est qu'Ivana a été tellement bonne qu'elle a un peu éclipsé Bonnie, la Ginny des films, à mon avis, tu vois? Parce que Ginny a le potentiel pour faire partie de ce trio féminin, tu vois? Hermione, Gina, Luna. Oui, c'est sûr, mais ça n'a pas marché, non. Je pense aussi que les films, pauvre Bonnie, non? Les films ont beaucoup contribué à la rendre effacée, je trouve. Ouais, le scénario, hein? Mec, je n'arrive pas à croire que dans Le prisonnier d'Azkaban, Ginny n'a qu'une seule réplique, et ce garçon là-bas, la grosse dame, elle a disparu. Ce gars, même pas dans le livre, a plus de répliques qu'elle, sérieusement. Le gamin là-bas qu'on a vu une fois, c'est comme attraper de la fumée. C'est bien lui, Ben. Ah, je pensais que c'était Nigel, mais c'est Ben. Ouais, lui, genre, Il a plus de répliques qu'elle et il n'existe même pas. dans le livre, tu vois, Mec? Non, c'est triste ce qu'ils ont fait à Ginny, mec. Mais tu vois, quand elle a eu son moment pour briller aussi, elle n'en a pas trop profité, hein, Réducto, parce que c'était celle du prince. et le petit bisou? Waouh, et le petit bisou? Ça peut rester ici si tu veux. Non, non, ça ne va pas, mec. Mon pote. Alors, je pense que quand elle a eu son moment de briller, elle non plus, elle n'a pas saisi l'opportunité. Ouais. Elle aurait pu dire comme ça, David Yates a juste dit de faire un petit bisou délicat. Elle y va, mec. Vas-y, vas-y, David Yates. Ouais, c'est ça. Oh, Mec. fais un gros bisou, ouais, Tu vois, c'est ça. Mais je ressens, ce truc d'acteur qui improvise sur le moment fait quelque chose de différent et ça rend bien. c'est comme Superman avec James Gunn, t'as vu? Non, non, Je n'ai pas vu. je ne regarde même pas. Non, il l'est. Oui, le nouveau Superman maintenant, il va tourner une scène, il dit qu'il devrait jouer la scène de façon plus forte et tout ça. Ils commencent à discuter, lui et James Gunn, l'un dit non, puis c'est tout. Mais cette scène, c'est Superman est devenu faible, le pingouin a lancé un trombone. Ça me rappelait cette chanson. La 4e affirmation va faire des vagues. Vraiment? Eh ben, Severus Rogue était une bonne personne. je pense que je mets 4-20 pour non et 20 pour oui. Il n'a jamais vraiment été quelqu'un de bien, pensant surtout à lui-même. Pourtant, j'aime Severus Rogue. Mais je pense que oui, ben, il a été une bonne personne, mais dans la manière dont il a poursuivi cet objectif, il a été une très mauvaise personne. Tu as aimé? Il a été une bonne personne. Non, il n'a pas été une bonne personne. Il a été une bonne personne, mais pas si bon que ça, tu vois. Je pense que l'idée était d'en être une, mais avec son évolution, non, il n'a pas réussi à bien gérer les enfants, tu vois. Je pense que Severus Rogue, la bonté, cette bonté que les gens essaient de voir en lui, ça va bien au-delà de la bonté parce que je pense à la bonté. Dire que c'est une bonne personne est un raisonnement très superficiel. Du genre, c'est quoi une bonne personne? Tout le monde fait des erreurs, tout le monde échoue. Tu vois, tout le monde se trompe. Il est allé livrer la prophétie pour tuer l'enfant. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Qui ne le fait pas? Qui ne le fait pas? Qui n'a pas qui à briser?
qu'il jette la première pierre. Qui n'a jamais raconté ça à Lord Voldemort pour qu'il tue l'enfant? C'est toi, jamais, On fait ça. n'est-ce pas? Mais non. Mec, non, alors, je pense que c'est très superficiel ce truc de c'est bien, c'est mal. Ça n'existe pas, mec. Ça n'existe pas, tu vois. Je pense que Severus Rogue, non, je suis sûr. Severus Rogue, c'est un gars plein de problèmes. Il a ses traumatismes, il a des choses qui l'ont marqué. C'est une personne répugnante à bien des égards, à plusieurs moments avec les enfants. Mais il a fait ce qui était nécessaire et il agissait, oui. Je crois vraiment que Severus Rogue, il essayait d'honorer la mort de Lily beaucoup plus par remords et par regret, parce qu'il avait aidé à causer ça. Je suis d'accord avec ça. Plutôt que, tu vois, plutôt que n'importe quoi d'autre, tu sais. Donc à tel point que je vois Severus Rogue, tu sais, maltraiter les autres élèves et la façon dont il est avec Harry, il y a même des gens qui disent non, il devait garder sa couverture. Je ne pense pas, mon ami, ce n'était pas nécessaire. Il aurait pu garder sa couverture sans être extrêmement cruel, tu comprends? À plusieurs moments, comme il l'est. C'était un adulte qui gérait des problèmes émotionnels et il y a une autre chose à considérer. Je pense que Severus Rogue, c'est ça. Et je crois que les gens oublient que tout s'est passé là d'abord, au moins la première guerre des sorciers, à une époque où tout le monde était très jeune et moi je n'ai jamais vécu dans un monde en guerre. Donc, au moins dans un environnement en guerre, je ne sais pas comment sont les émotions, je ne sais pas. Donc, moi j'aime toujours me rappeler que les personnages étaient très jeunes et OK, je ne parle pas, non, de dénoncer un enfant. Comme dirait Harry, je savais, Hermione, que tu dirais qu'ils étaient très jeunes. Mais nous avons le même âge et luttons contre les arts obscurs quand ils découvrent la vérité sur Dumbledore et Grindelwald. Applaudissements. Applaudissements pour Harry. Tu vois, C'est ça, Harry. Ne te laisse pas faire par ces fous. Ah. Il était jeune, et il n'allait pas faire de magouille pour aller suivre Lord Voldemort, hein. Morveux. Oui, vas-y, bon, je vais dire le prochain, d'accord? vas-y. Et celle-ci est même devenue un sujet ici sur Javirou. Je ne sais pas si c'est a-t-elle manipulé Harry du début à la fin et comment était le témoin d'Albus? Je prends un café, il y a des albums, il refait de la pub. Là, tu vois à quel point le gars est partial, non? Rogue, c'est non, non, je ne sais pas quoi, non, je ne sais pas quoi. Dumbledore, attends, ce n'est pas tout à fait comme ça. Non, on est en train de voir une situation d'hypocrisie se produire en temps réel Qui n'a jamais fait ça? Qui n'a jamais fait ça? sous nos yeux. Dis une phrase, laisse-moi réfléchir à une phrase avec le personnage. Non, Mais je ne pense pas que Dumbledore ait manipulé Harry. Il a manipulé les éléments de la situation parce que c'était le gars qui savait comment gérer ça. Mais c'était tout ce truc de je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, on est déjà allé en profondeur dans l'épisode. Mais franchement, il avait définitivement des sentiments fraternels envers Harry. Et ça, c'était quelque chose qu'il n'avait pas prévu, n'est-ce pas? Il ne s'attendait pas à s'attacher à Harry. Au début, il voyait effectivement Harry comme un élément clé de la réussite, là, dans la défaite de Voldemort. Mais il a vu qu'il s'était finalement attaché à Harry, tellement qu'il a repoussé le moment de tout raconter à Harry, n'est-ce pas? Et il a même cette réplique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça me ferait si des gens loin d'ici mouraient, du moment que tu allais bien et que tu étais en sécurité, n'est-ce pas? Donc je ne pense pas qu'il ait manipulé Harry. Mais il a fait en sorte que Harry suive le chemin qu'il devait suivre. oui, j'aime beaucoup Dumbledore aussi. Je pense que Un grand homme, oui. Dumbledore, oui, Dumbledore, c'est lui. Et l'une des scènes que j'ai le plus hâte de voir dans la série maintenant, c'est la scène, je ne sais pas pourquoi, mais de la première saison, la scène de l'infirmerie. Je pense que John Lithgow va assurer. Il va assurer. Il va gagner un Emmy pour cette scène et pour la scène du miroir, d'accord? Il va le faire. Je le dis déjà à l'avance, comme ça. Parce que John Lithgow, les gars, j'adore Richard Harris, j'aime bien Michael Gambon, je ne suis pas... J'adore Richard Harris, j'aime bien Michael Gambon. Mais John Lithgow, j'ai l'impression que maintenant, en suivant toutes les récompenses que ce gars reçoit, je sens qu'il va livrer quelque chose de vraiment remarquable. Oui, bien sûr. C'est ce que je ressens. C'est comme ça. Je pense que, tout comme le casting adulte des films qui était, disons, la royauté britannique du jeu d'acteur, la série a aussi beaucoup... John Lithgow, c'est la royauté de la télévision, mec. Exactement, n'est-ce pas? C'est la royauté. Il a fait, tu vois, il n'a pas... Il n'est pas britannique, mais a fait... Mais c'est la royauté de la télévision. Exactement, c'est ça. Et il est très prestigieux. Oui, peut-être l'acteur le plus prestigieux de cette série jusqu'à présent, bien sûr, n'est-ce pas?
Évidemment, Janet McTeer et d'autres le sont aussi, mais John Lithgow, Il l'est. Non, mais jusqu'à présent, ce qu'on voit, c'est l'élite du jeu d'acteur qui est cela, tu sais. Oui. On ne peut pas dire pour les enfants, mais d'après ce qu'on a vu, Lox Pratt, on a déjà vu que c'est un super acteur. Oui. N'est-ce pas? Les autres, Arabella, par exemple, on ne l'a pas encore vu jouer. On a vu des extraits d'elle dans le rôle de Mathilda, mais tu comprends? Ce sont des acteurs qu'on verra grandir et qui, je pense, vont vraiment beaucoup apporter. oui, et les directrices de casting, Lucy et Emily, sont dans le documentaire. Elles sont très douées pour repérer de jeunes talents. D'ailleurs, je pense qu'on est bien. Lucie a publié un appel de casting pour Gina, non? Oui. Je pensais que c'était déjà choisi. Oui, moi aussi, mec. Cet appel de casting m'a vraiment surpris. Ça m'a donné l'impression qu'ils se disent nous avons déjà plusieurs personnes sélectionnées ici, mais nous voulons être sûrs qu'ils ne passent pas à côté d'un talent avant de prendre la décision finale. D'ailleurs, cet appel de casting ne va durer que 2 semaines. Oui, la date limite pour envoyer la vidéo est le 17 juillet. C'est Lucie. On est en train de dire ici que Lucie Bivan, qui fait partie de l'équipe de casting, n'est-ce pas? Pour la série, pour le casting des enfants, ils ont lancé un appel à casting pour Ginny Weasley pour la deuxième saison. Et on a même été surpris parce qu'on pensait que Ginny avait déjà été choisie. N'est-ce pas? Et donc ils ont fait cet appel pour des enfants de 10 à 12 ans, entre 10 et 12 ans, et qui résident au Royaume-Uni. Une nouvelle vient de sortir, tu veux savoir? Non, rien d'important. Mais les agences recherchent des bébés, tu vois? Plusieurs agences recherchent des bébés pour la série Harry Potter, maintenant pour la deuxième saison. Des bébés qui ont les traits de Harry. Tu vois, flashback. Tournage en septembre, non? Pour des tournages en septembre. Soit un flashback, soit le carnet que Hagrid donne à Harry, tu sais, à la fin de la pierre philosophale avec des photos. Peut-être pour prendre des photos. Je ne sais pas, ou alors, mais Ils n'auraient pas fait ça dès la première saison, car il y a déjà une photo de lui, bébé, non? c'est vrai, voyons voir. Ou peut-être un flashback de Harry sous forme de bébé, je ne sais pas. Mais c'est intéressant. En bébé, sous forme de bébé. Mais c'est intéressant, intéressant, intéressant. Je peux. À la prochaine. Lis la suivante. Draco méritait une rédemption plus explicite. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Waouh, je pense que Drago est un personnage qui a toutes les facettes. D'abord, des personnages que j'aime. J'aime les personnages du style de Kylo Ren. Ambigus. Oui, Ambigus. J'aime Rogue, j'aime Drago. Mais Drago, lui, il est différent. Il n'est pas comme Kylo Ren, tu vois. Il n'a pas tué son père. C'est un truc comme ça. Je pense que Kylo Ren est condamné ici, tu vois, à mort, à rien. Je pense que bien sûr, dans le monde de Harry Potter, Drago est raciste, on peut dire ça, non? Dans l'univers, c'est très... Nous pouvons beaucoup. Nous pouvons beaucoup. Lui et ses parents, non? Donc, tout le préjugé lié à la lignée de sang, traiter Hermione de sang de bourbe, ce sont des attitudes déplorables, évidemment, qui sont très influencées, à mon avis, non? Parce qu'il n'a que 12 ans dans la chambre et il est influencé par ses parents. Et il a, je pense, très lentement, mais il a mûri petit à petit. Et quand il a dû faire face au fameux assassinat de Dumbledore, Donc face à une situation critique, il a compris que ce n'était pas si génial. Comme Régulus, non? Quand il a vu comment c'était vraiment, les gars y vivaient dans l'ombre de leurs parents, et il s'est dit, non, waouh, c'est vraiment très dur. Quand les choses ont vraiment commencé à chauffer, ils ont commencé à montrer leur vrai visage. Draco pleure dans les toilettes, désespéré, pensant échouer. Voilà le vrai Draco. Eh bien ça, ce gamin désespéré, cherchant à plaire, voulant faire ce qu'il pensait être juste pour venger son père, je ne sais quoi, au vu de ce qu'il a toujours cru en grandissant. Alors je pense que, bon, une rédemption, même si avant il doit d'abord se prendre beaucoup de coups. Salut, c'est ça? Je veux voir Ron le frapper au visage. Oui, je veux voir ça. Je ne pense pas qu'il faille minimiser la souffrance de Draco, non. Je pense qu'il doit se faire frapper par Harry, par Draco, par Ron, par Hermione, tu vois? Il doit prendre quelques coups pour qu'il devienne plus malin. Oui. Et ensuite, son évolution doit se faire progressivement. Et oui, une rédemption plus explicite. mais oui, et je pense que dans la série, il peut même avoir cette rédemption plus explicite. Ils ajoutaient un peu de ces moments-là, non? Je pense qu'il sera très bien développé dans la série. Non, totalement, là, encore. Profitons du talent de Lox. Oui, qui va rendre Draco personnage. Draco est le deuxième acteur de la série le plus suivi sur Instagram, oui, jusqu'à présent. Oui, il n'est dépassé que par Arabella, qui a 186 000 abonnés, et lui, il en a 160 000. J'ai dit, mince, ce gars-là, il est plus suivi que Dominique. Ouhum. C'est qu'il est aussi beaucoup plus actif.
n'est-ce pas? Il a aussi joué dans Le Seigneur des Mouches, récemment sur Netflix. Voldemort n'a jamais aimé personne. Mais oui. Il n'y a rien à contredire là-dessus, n'est-ce pas? Oui, Non, il a aimé Bellatrix avec celle de l'enfant maudit. Non, non. c'était juste. Oui, c'était juste un peigne. L'amour, c'est juste une histoire. Calme-toi. Donc moi non. Voldemort il n'a même pas le temps d'aimer quelqu'un, mec. Voldemort était trop concentré sur lui-même. Aimer. Il ne s'est pas aimé. Tu n'as pas su m'aimer. Ouais, tu comprends? Qui chante cette chanson? Je ne vais pas le dire, laisse cette personne chanter, non. T'inquiète pas. Ouais? Je crois que c'est Blitz. Blitz? Tu n'as pas su aimer. Je ne sais pas si c'est Blitz. Ouais, bon, celle-là, on n'a pas besoin d'en parler beaucoup parce que Voldemort, vraiment. Il n'y a même pas de discussion. Ouais. 8e, regarde ça. 8 points ici. La mort de Fred était inutile. C'est polémique, hein? Je ne suis pas d'accord. Tu trouves ça nécessaire? Je ne suis pas d'accord. Mais, enfin, que ce soit précisément l'un des jumeaux qui meurt, ou je ne sais pas, ça aurait pu être la Molly, ça aurait pu être Arthur, Bill. Caillot. Tu sais pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que, en fait, l'argument qu'on utilise pour ça, c'est il est mort pour rien. Les gars, c'est une guerre. Ah bon? Non? Je ne suis pas d'accord. À la guerre, de bonnes personnes meurent, des innocents meurent. D'ailleurs, Sally, c'est la plus grande réalité d'une guerre, tu comprends? Fred était quelqu'un qui se battait là-bas. Tu comprends? Alors, inutile. Donc inutile pourquoi? Pour la narration de l'histoire? Je ne pense pas. C'est une guerre. Des personnes qu'on aime, qu'on apprécie, meurent. Et ça se ressent. Tu comprends? Ouais, mais ça aurait pu être Sidoporce, non? C'est qu'ils sont en train de plaisanter. Mais ça ne me dérangerait pas si c'était toi, même Hedwig. J'ai déjà vu ce groupe. Les gens disent, mais et Hedwig? Et la chouette? Pourquoi l'avoir tuée? Et j'ai déjà lu un truc que je trouve très intéressant, c'est que c'est un peu la perte de l'innocence de... C'est ça. Son innocence, la mort de l'innocence. Bien que je pense que la mort, bien sûr, c'est une mort rapide. Ils sont en pleine fuite des 7 Potter, mais je pense que ça aurait pu avoir un peu plus d'impact, tu vois. Waouh, mec, dans le livre, elle explose, non? Ouais, dans le film, juste dans le livre, elle explose. Non, je parle d'impact après, tu vois. J'aurais aimé voir Harry en parler encore, la mentionner quand il arrive au terrier, tu vois. Mais non. Il vient de perdre une oreille. Comment penserait-il à la chouette? Je m'en suis souvenu. Oh, maman. Laisse-moi ici, maman. Mon chien est mort. Celui qui chante pour son chien. Tu as vu? J'ai adoré. J'ai adoré. Le chien est-il vraiment mort dans cette vidéo? Le gars est mort et il est là, tout triste. Oh, Magrelin qui est parti au ciel, c'est sa mère. Elle va enterrer ce chien là-bas. Oh, maman, laisse-moi avec mon chien. Je ne l'ai jamais vu, il faut que je regarde. C'est vraiment bien. Mec, il pense que le porc est mort. Comment il s'appelle déjà? Ronaldo? C'est quoi le nom du porc? Je ne connais pas le nom, mais Freddy, il devient super désespéré, non? Rodolfo. C'est Rodolfo. Rodolfo! Mec, ce même, c'est le cochon ou Rodolfo? Rodolfo. Rodolfo, Rodolfo, Merde, je croyais que... t'étais mort? Rodolfo! Mec, j'adore ce même. C'est le tout premier film de ma vie. Le cochon ou Rodolfo? Il aurait pu ressentir davantage, mais je crois qu'il n'en a même pas eu le temps. Non, je ne pense pas que la mort de Fred était inutile, tu crois? Mec, je pense que c'est une guerre. Des gens meurent. En tant que fan, j'aurais préféré que ce ne soit pas Fred, mais l'autre Weasley. Elle avait envisagé d'en tuer un autre, non? Que ce soit l'autre Weasley. Elle avait pensé à tuer Arthur dans l'ordre du Phénix, non? Même Ron avait été envisagé comme victime, non? Oui. Non, t'es fou, si tu es Ron, il serait... Non, ici, c'est pas Stranger Things, non, ici, c'est non. Ici, on n'a pas peur de tuer l'autre. Tu vois, ce truc-là, c'est Flamengo, t'as déjà vu ça? Ce thing, cette merde, c'est Flamengo. Non. Je sais pas. C'est quoi ce mélange? Moi, je suis largué avec les mêmes. Tu es de... J'aurais dû amener mon pote à aller ici. Il connaît tous les mêmes. Oh, suivante. Vas-y, tu la lis ou je la lis ici? Celle-ci est polémique, hein? Waouh, vas-y. Sirius aurait été un meilleur père que James. Pour Harry? Non. Père dans la vraie vie, s'il avait eu un enfant. Je ne pense pas que James soit un mauvais père. Je vais aussi devoir te contredire, tu sais pourquoi? Sirius, mec, il est resté en prison pendant super longtemps. Oui, il n'avait même pas développé sa propre maturité. Parfois, en fait, ceux qui ont lu les livres vont se souvenir de Sirius comme ça. Waouh, si j'étais attaqué par des détraqueurs, ce serait trop cool. Si seulement j'avais été attaqué par des détraqueurs. Ce serait bien une aventure, alors que Harry, lui, il en bave vraiment. Ouais, c'est ça. Et lui, il est vraiment là, tu vois, genre, il veut. Ouais, on dirait que Sirius, il a une partie de lui qui n'a pas grandi, qui est restée atrophiée à Azkaban, tu vois, dans sa personnalité. D'ailleurs, cette scène dans la cabane hurlante rend... Ça très clair? L'éternel gamin, l'éternel Ouzadi.
Ousadia et Allegria. Ouais. Neymar qui approche déjà des 40 ans à cause de la chanson. Ouais, putain, quel affront pour Sirius, non? Du calme, du calme. Le gars vient de comparer Sirius à Neymar. Non, et non, quoi. Non, c'est abusé. Et mec, non, Sirius a ce côté plus immature. C'est naturel. Il est resté coincé là, mais Beaucoup parce qu'il est resté enfermé. ouais, il est resté enfermé, mec. Il a été emprisonné à 21 ans et en plus injustement, tu vois. Oui. Alors, putain, il a été emprisonné à une époque où la guerre battait son plein, tu vois. Il n'a pas vu l'après-guerre arriver parce qu'il était déjà en prison. Le gars dit, je n'oublie jamais cette vidéo, elle est géniale. Sirius, innocent, est emprisonné et devient fou dans sa cellule, tu vois. Moi, quand je suis emprisonné alors que je suis innocent, c'est trop bien. Waouh. Sérieusement, mais oui. Mais je pense que James Euh, Thiago, oui, Thiago, il était un bon père. Il était un excellent père. Mec, c'était pour peu de temps. Mais ouais. Oh là là, quelle tristesse, c'est lourd. Ça alourdit l'ambiance de l'épisode. Il a été un excellent père pendant 1 an. Ouais, allons-y maintenant, hein. Au numéro 10, ici, regarde, Rému Lupin est le personnage le plus tragique de la saga. Regarde, Waouh, ça a du potentiel, tu sais. je pense que c'est l'un des plus tragiques. Il a un grand potentiel depuis qu'il a été mordu par un loup-garou à 4 ans. Ensuite, Mordu à 4 ans, hein, mec. pas seulement ça, je pense qu'il y a aussi toutes ces difficultés, non? De se transformer. Même s'il avait les maraudeurs pour rester à ses côtés à ce moment-là. C'était juste les années scolaires, non? Ensuite, il tombe amoureux. Puis son meilleur ami meurt, n'est-ce pas? C'est James. Je pense qu'il le considère mais pas comme un traître. Genre, d'abord, non. Il sert de lui faire confiance, pensant que lui, parce qu'il est un loup-garou, pourrait être le... Franchement, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, mec. Tu ne trouves pas ça un peu tiré par les cheveux, toi? C'est du préjugé, c'est vraiment tiré par les cheveux. Franchement, même ses propres amis, tu vois, mec? Alors, tu fais confiance à qui? À queue de verre. Mais va te faire foutre. Tu l'as bien mérité, tu sais? Non. Sérieusement? Mec, tu l'as cherché, tu l'as cherché. Mec, c'est incroyable, non? Il l'a cherché. Purée. Les mecs ont préféré avoir des préjugés envers Lupin et faire confiance à Pedro Pettigrew, mec. Il l'a cherché, non? Dis-moi s'il ne l'a pas cherché. Hey, Thiago! Alors, le gars grandit, en plus, évidemment, de toutes les difficultés. Il tombe amoureux de Tonks. Mais je ne pense pas que... Il ne se trouve pas digne. Il ne se considère pas digne. Et puis il meurt. Il n'a pas perdu l'autre ami, Sirius. Non, et il y a toute cette histoire au milieu, tu sais, où il veut abandonner Tonks enceinte. Genre, la vie de Lupin, c'est une tragédie. C'est une tragédie. C'est une tragédie. Ses moments heureux, pour moi, c'était quand il enseignait à Harry à Poudlard. Et je pense que c'est bien que la série rende cela très clair parce que je trouve ce moment de relation avec lui vraiment génial. Parce que peut-être que ce moment où il enseigne à Harry, cette relation qu'il a avec Harry pendant cette année scolaire, c'est ce qui s'est rapproché le plus pour lui de vivre ce genre de moment avec ses amis, n'est-ce pas? Je pense que lui, peut-être qu'il est un des plus forts candidats parmi les personnages ayant l'histoire la plus tragique. Mais tu sais, on a Harry qui a perdu ses parents, tu vois. Je trouve l'histoire de Harry tragique. Sérieusement, mec, on minimise beaucoup l'histoire de Harry. Franchement, l'histoire de Harry, quand tu regardes chaque livre, c'est vraiment douloureux. Mec, hier, j'étais en train de bosser surtout sur le premier livre, avant qu'il découvre qu'il est un sorcier. Hier, j'écrivais un script sur l'histoire de Guida, de Tante Guida, tu vois. L'histoire de Tante Guida qu'on ne raconte pas dans les films. Et c'est même assez lourd, tu vois, pour moi, parce que je le ressens vraiment comme un père, mais aussi comme l'enfant qui a déjà vécu sans ses parents, hein, tu vois. La façon dont Harry était maltraité. Par exemple, à 4 ans, Guida lui donnait des coups de canne sur la jambe pour qu'il ne gagne pas contre Dududa dans le petit jeu d'anniversaire. Genre un enfant de 4 ans, tu vois. C'est Harry qui doit rester dans l'arbre jusqu'après minuit parce que le chien voulait le mordre, le chien de Guida voulait le mordre. Oui, un bulldog là-bas. Et elle ne l'a pas rappelé. Et les Dursley qui rient. Alors, tu vois, à Noël, elle a apporté des biscuits, une vieille boîte de biscuits pour chien pour Harry, tu sais. Ce n'est pas juste qu'elle n'aimait pas l'enfant. Elle voulait l'humilier, le rabaisser. Un enfant qui grandissait déjà. Sans ses parents, sans affection, sans l'amour des parents. Tu comprends? C'est vraiment un truc très lourd, mec. Vraiment horrible. L'épisode pilote va alourdir l'ambiance de Noël. Tu vois? Non, quoi, mec? Non, c'est si elle, sérieusement. Non, parce que si on montre tout ce qu'Harry a vécu enfant, les gens diront c'est idiot. Non, C'est pour détruire, mec. C'est un truc vraiment triste. Donc, tu vois, et les choses, ok, la vie de Harry s'améliore énormément, non? Quand il découvre qu'il est sorcier,
il se fait des amis, il se lie d'amitié là-bas, non? Sa vie change, mais il porte quand même tout le poids et la responsabilité d'être le survivant, non? Et toutes les pertes qu'il subit. Donc c'est une histoire tragique, mais il avait le soutien des personnes qu'il aimait et qu'il aimait, non? Ensuite, bien, Mais cela reste une histoire tragique. très tragique. Celle de Neville aussi, la vie de Neville aussi est très 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 difficile, mec. Tu vois, beaucoup de personnages de Harry Potter, je pense que Harry, oui, Harry Potter est une série de 7 livres où vraiment, la plupart, beaucoup de personnages n'ont pas eu une vie facile, non. Ouais, ça ne sert à rien. Les deux, les pauvres. Allons-y, ouais, c'est ça. Eh bien, Les pauvres. ouais, c'est ça. De toi qui râle est là, les gars. Ouais, allons-y. Numéro 11, c'est que la meilleure adaptation possible, c'est de copier les livres scène par scène. Wow, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et je pense que ceux qui demandent ça, je pense qu'ils ratent l'occasion de voir beaucoup de bonnes choses. D'accord? Oui, la scène de Buck l'hippogriffe volant avec Harry est-elle dans le livre? Non, pas comme cela. Et c'est l'une des scènes les plus... La scène du dragon pendant l'épreuve. Non, c'est la scène où Harry danse avec Hermione. Que tu aimes ou non, je trouve qu'elle apporte beaucoup à ce moment de guerre quand ils sont seuls. Et, mec, moi je suis pour que la série ajoute beaucoup plus, d'accord? Rien, bien sûr, qui s'éloigne trop du livre, hein? C'est ça va, rien qui change. La personnalité des... Personnage, exactement. Il faudra bien aborder ce point à la sortie de la série. Par exemple, je serais un peu triste si on continue de voir Ron ainsi. Comme ressort comique, chaque phrase de Ron est juste croustillante. Dès maintenant, je préviens que je n'aimerais pas ça. Il faut vraiment bien connaître le personnage, tu vois? La personnalité de chacun, mais moi j'ai oublié quel est le point ici. C'est la meilleure adaptation pour... Non, non, en fait non. Donc je suis pour en mettre beaucoup. Parce que je pense qu'il faut élargir, il faut adapter, il y a des choses qui ne fonctionnent que dans le livre et qui ne marcheront pas à l'écran. C'est un fait, mec. C'est normal, certaines choses ne fonctionnent pas, tu comprends? Donc tant que ça ne change pas l'essence de l'histoire, hein, que ce n'est pas quelque chose qui interfère complètement dans la direction que l'histoire va prendre ou qui modifie des événements déjà établis, pour moi, c'est parfait. Par exemple, ce n'est pas un changement radical. Je vais citer Le Prisonnier d'Azkaban, le film préféré de la plupart des gens. Pour moi, c'est une atrocité que Harry commence le film en lançant le sort Lumos Maxima. C'est un changement qui va complètement à l'encontre des règles de la magie. Harry n'a pas le droit de faire de la magie en dehors de l'école. Il est mineur. Dans le livre, il ne commence pas par lancer le sort Lumos Maxima, mais en rédigeant une dissertation. Tu comprends? Et puis dans le film, il commence en lançant Lumos Maxima. C'est un point très important parce qu'ils le rendent très clair d'ailleurs. Ce n'est pas possible. Exactement. L'an dernier, Harry a été averti à cause d'un sort lancé par Dobby. Et c'était Wingardium Leviosa. Ce n'était même pas un vrai sort. Wow. Extrêmement complexe. Exactement. Ensuite, lui, dans l'ordre du Phénix, il doit aller à une audience parce qu'il a utilisé un sort. Ensuite, dans le prisonnier d'Azkaban, tout va bien. Quand il lance Lumos Maxima, tu vois? Ouais. Donc, dans l'ordre du Phénix, il y a le Patronus. Il est expulsé de Poudlard à cause de ça. Il doit aller à une audience parce qu'il a lancé un Patronus. Exactement. Et là, il peut lancer Lumos Maxima. C'est un changement qui commence déjà. Ce type de changement, ce changement, N'est-ce pas? ce genre de changement, j'y suis opposé. Parce que là, il intervient et interfère dans l'histoire, dans le lore déjà établi de l'histoire. Oui. Des films et des livres, n'est-ce pas? C'est ça. Le point suivant est, la série devrait-elle vieillir les personnages, comme dans les films? Par exemple, qu'il ait l'air d'avoir un âge différent de leur âge réel. Non. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que l'un des aspects les plus sympas, c'est que tout le monde est jeune là-bas, comme je l'ai dit. Si tu es encore jeune, Jeune encore, jeune encore, demain tu seras vieux, tu seras vieux, tu seras vieux, à moins que le cœur garde la jeunesse qui ne mourra jamais. je vais mettre du temps, ça va prendre du temps, je suis le fameux. Non, j'arrête. C'est Chavez. Nouvelle référence à Chavez dans notre podcast, on révèle vraiment notre âge, non? Vous ne le voyez pas, mais Kiko et Monsieur Madruga sont là-haut. Je crois que le deuxième Monsieur Madruga devrait rester dans cet épisode. J'aime beaucoup Chavez, mais non, ce n'est pas ça. C'est le même univers. La sorcière du 71 n'a-t-elle pas étudié à Beaubaton? C'est vrai? Tu ne connaissais pas cette théorie? Un épisode sur les théories, incluant celle-ci, est prévu ici. Non, mais écoute, alors c'est non-théorie. Il ne faut pas. Vieillir les personnages, d'abord parce que c'est vraiment cool de savoir que les personnages sont jeunes.
Oui, Severus Rogue, à l'époque de la pierre philosophale, à 31 ans. Donc tous, n'est-ce pas? Remu Lupin va avoir 33 ans? À Azkaban. Que ressens-tu en sachant que Severus Rogue est plus jeune que toi à l'époque de la pierre philosophale? Je suis désormais le professeur, plus l'élève, n'est-ce pas? Lors du premier film, je recevais ma lettre et avais l'âge de Harry. Toi, tu reçois ta facture. Maintenant, j'ai le même âge que Severus Rogue, mec. En train de recevoir une facture. Génial. Ce n'est pas une lettre de Poudlard, non, c'est une facture. C'est une petite facture. Moi aussi. Waouh, c'est vraiment... Aïe, La chouette est arrivée, j'ai fait une colombe. tu vois. Oui, ce hibou ressemble à une colombe. Mais alors, t'es pour ou pas? Si je suis pour? Non, je suis contre. Ouais, je suis contre? Non, je comprends l'attrait des films qui essaient de faire ça. Parce que, tu vois, prenons aussi comme exemple ces émissions de Silvio Santos, où les gens, quel âge as-tu? J'ai 27 ans, waouh, mec, c'est... On aurait dit mon père aujourd'hui. C'était absurde. Ça, je ne sais pas s'il mentait. S'il mentait, il mentait. Je ne sais pas s'il mentait sur leur âge ou si ce n'est vraiment pas possible. Parce que mec, mais j'ai l'impression que quand j'étais enfant, je ne sais pas si c'est quand j'étais enfant, hein, les gens avaient l'air plus âgés, non? Quand les gens disaient, ah, genre, l'adulte de 30 ans, il avait facilement l'air d'en avoir 40, 50, tu vois? Waouh, la génération va être composée que de vieux, de messieurs branchés. Est-ce que les gens vont refléter ça Jeune, genre, avec des lunettes de soleil, comme je pense qu'on a déjà ça en nous. Nous qui sommes nés dans les années 90, on a déjà cette difficulté, non? Cette nostalgie, tout ça. Je suis sûr que quand on aura 60 ans, on sera là en débardeur, tatouage. Salut! Fellow Kids, tu vois? Ce même-là, Hello Fellow Kids. Oh là là! C'est ça, bande, tu vois? Oui, avec ce gars, avec le skate derrière, non? Oh là là, c'est fou. Mais c'est ça, je pense que non, il ne devrait pas vieillir. Ouais, le film, ouais, ah donc, moi aussi, je pense que non. Le film, il a eu cette vision de montrer les personnages plus âgés, justement pour donner cette impression de genre, ah, ce sont les parents de Harry, tu vois? C'était un nouveau monde, une nouvelle histoire. Aujourd'hui, tout le monde connaît Harry Potter, donc je pense qu'ils n'ont plus à prendre ce risque. Je pense aussi que non. Oui, allons-y. Les films, numéro 13 ici. Est-ce que les films ont amélioré certains personnages par rapport aux livres? Je crois que c'est la première fois que je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si j'ai déjà été en désaccord. Maintenant, je ne me souviens pas d'un cas. Est-ce qu'ils ont amélioré certains personnages par rapport aux livres? Je dirais que la plupart du temps, mais je pense même qu'ils ont nui aux personnages des livres. Oui, Je ne vois pas les choses comme ça en y pensant, n'est-ce pas? je peux penser à des moments dans les films qui sont meilleurs, mais pas au point d'affirmer genre, waouh, les films ont amélioré le personnage. Tu sais qu'ils ont amélioré Severus Rogue? Ils l'ont embelli, c'est ça. Ils l'ont rendu romantique, tu vois. Ils ont excusé ses actes. Severus Rogue est totalement incontrôlable dans les livres et dans les films. C'est tout pareil. Je ne pense pas qu'il l'ait vraiment amélioré dans ce sens, non. Je pense que là, ça a plutôt desservi le personnage, tu vois, parce que ce n'est pas l'essence du personnage. D'accord. Oui, mais c'est quoi? Je pense qu'ils ont amélioré Drago. Non, je ne sais pas. Là, c'est plus un attachement aux acteurs, tu vois. Mais non, je ne pense pas que ça se soit amélioré, non. Je peux citer des points spécifiques que je trouve meilleurs dans le film pour certains personnages, à certains moments, mais non, en général, affirmer que le film a amélioré ça, a amélioré le personnage. Non, parce que là, tu prends une affirmation sur le personnage du film et c'est le dernier film, tu comprends. Donc non, Il y a eu des améliorations, non? celle-là, elle est compliquée. Hermione est surestimée par les fans. Je pense, d'accord? Voilà, j'ai une vision, j'ai une opinion forte là-dessus et je crois que les gens sont très attachés à Emma Watson. Je pense qu'Emma a été très bonne dans le film 1 et le film 2, d'accord? Je trouve qu'elle est une Hermione parfaite dans ces deux premiers films. À partir du troisième, il y a cet attachement. Moi, par exemple, j'étais adolescent, j'avais un énorme béguin pour Emma Watson et tout. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. À partir du prisonnier, j'ai eu un gros crush sur Emma et puis c'est resté comme ça. Mais Emma, elle s'est beaucoup éloignée, selon moi, d'Hermione au fil des films. Tu vois? Je pense que Hermione, dans les livres, elle a tendance à être un peu comme Rose dans la pièce de l'enfant maudit, qui est vraiment agaçante. Chaque fois qu'elle apparaît, on se dit, qu'est-ce qu'elle est pénible, cette fille. Laisse les garçons jouer. Oui, c'est comme ça que je vois Hermione. Eh bien, je partage un peu cette vision, que c'est à cause d'Emma, pas seulement Emma. Je pense que les acteurs en général, et les gens qui n'ont vu que les films,
ont une vision différente, non? Je pense que oui, Hermione est surestimée, mais c'est entièrement à cause des films, à cause de quelque chose que les films ont fait. Ils ont enlevé des répliques à Ron pour les donner à elle et l'ont présentée simplement comme la personne qui savait tout, alors qu'il n'était pas nécessaire de faire ça pour que Hermione soit géniale. Non, comprenez-moi, je ne dis pas que Hermione n'est pas un personnage génial, qu'elle n'est pas super intelligente, non, elle est vraiment très intelligente, mais il y a des choses qu'elle ne pouvait pas savoir parce que cela vient de l'expérience d'un sorcier. Et elle est née moldue, tu comprends? Donc je vais donner un exemple qui m'énerve beaucoup dans les films. Tout le monde cherche un lieu dans l'ordre du Phénix pour s'entraîner avec l'armée, non? Et là, Neville trouve la salle sur demande, non? Mais dans le livre, c'est Dobby qui parle de la salle sur demande. Ils arrivent et Hermione dit: Bravo Neville, tu as trouvé la salle sur demande, aussi appelée la salle. Si tu savais, pourquoi ne pas l'avoir cherchée ou trouvée? Non, tu vois? Ou tu n'as pas eu cette idée, Hein? Tu as donné l'idée, mais tu n'as pas parlé de la légende d'une salle cachée. c'est que Hermione n'en a pas besoin. De parler, hein? Oui, exactement. Emma doit parler. Exactement, tu sais? Exactement, exactement. Donc c'est quelque chose qui la met tout en haut, genre waouh, elle sait tout, alors qu'il n'était pas nécessaire de faire ça. Si les films suivaient déjà ce qu'elle fait dans les livres, c'était bon. Elle serait déjà parfaitement aimée, admirée, sans avoir besoin d'en faire trop, tu vois? Elle a un peu forcé la chose. Donc je pense que oui, elle est surestimée à ce niveau-là, parce qu'on dirait qu'Hermione ne se trompe jamais dans les films. C'est ça, c'est l'impression qu'on a. Hermione ne se trompe jamais. Hermione a toujours raison sur tout. Hermione, franchement, c'est le plus grand génie de l'école, parce qu'elle sait tout, tu vois. Alors que ce n'est pas comme ça. Dans le livre, il y a plusieurs moments où Hermione dit quelque chose qui n'est pas correct. Il y a plusieurs moments où Hermione se trompe, parce qu'elle est très sceptique et elle suit seulement ce qui est écrit dans les livres. Par exemple, elle se fâche beaucoup contre Harry quand il suit les instructions du prince de sang mêlé. Elle: «Non, non, ce n'est pas possible». Même s'il a clairement réussi la potion, elle dit: «Non, ce n'est pas possible, c'est faux, ce n'est pas officiel». Tu comprends? Donc tu vois, quand Harry parle des reliques de la mort, elle dit: «Non, ce ne sont que des contes pour enfants». Alors que le truc Le truc existe littéralement. Elle qui croit en tant de choses, parfois au moment où ses amis en ont besoin. exactement, Elle n'arrive pas à faire confiance à la parole de son ami. n'est-ce pas? Et puis il y a peu d'elle et de Ron. Harry dit: «Bon, Drago a des trucs bizarres. Drago est devenu mange-mort». Drago non, Harry non, franchement, rien à voir. Genre, ils ne croient non pas Harry. Ils font passer Harry pour un fou. Et puis, Harry venait de vivre tout ce qui s'était passé au département des mystères, tu vois. Lucius Malfoy a été arrêté, ça aurait vraiment beaucoup de sens, Drago, et Tout ce qu'ils voient là, ils voient comme eux. il ne demanderait même pas pourquoi tu penses ça. C'est Ils voient des indices importants, tu sais. Harry en remarque aussi, comme quand il cache son bras à cause de la marque. Enfin, mais là, oui, il y a ce truc que je pense que les fans des films, en général, ont surestimé Hermione. Hermione dans le livre est tellement je sais tout qu'elle en devient agaçante, contrairement au film. C'est une je sais tout qui, en fait, se trompe aussi, mais elle a aussi ses moments de doute, ses moments d'incertitude, ses moments de fragilité. C'est pour moi ce qui rend le personnage si cool, si humain aussi, tu vois. j'adore Hermione, mec. Non, j'adore aussi Hermione. J'adore Hermione, mais je suis d'accord avec cette affirmation selon laquelle Hermione est surestimée. Non, ce n'est pas que je suis d'accord. Je comprends, tu vois, son point de vue. On passe à la 15. Allons-y. Celle-ci est bonne aussi, hein? Ron est sous-estimé par les fans. C'est le cas d'Hermione, mais à l'inverse. L'adaptation a échoué avec certains personnages, surtout le trio. Harry est bien plus drôle et sarcastique dans les livres. Hermione est bien plus explosive et agaçante. De nombreuses répliques de Ron dans les livres sont données à Hermione au cinéma. Et ça fait paraître Ron comme un personnage beaucoup plus ennuyeux ou pire qu'il ne l'est vraiment. J'ai toujours vu Ron comme un ami très loyal envers Harry. Un gars courageux, un gars qui s'implique, qui a ses propres problèmes, Il se sacrifie, c'est complexe. bien sûr. Et si on explorait mieux les complexes de Ron, ce que la série fera sûrement, comme son apparence ou le fait de venir d'une grande fratrie, D'être le frère. d'être dans l'ombre. C'est ça. C'est très drôle, le pauvre. Je dis toujours ça. Mais c'est incroyable pour moi que Harry devienne ami avec Ron dans les films
Et je pense que la série a déjà compris cette amitié entre les deux. Elle a déjà compris à quel point ce sera difficile pour Ron d'avoir cette amitié. Ce n'est pas facile d'être l'ami, le meilleur ami du sorcier le plus célèbre du monde. Oui, il doit se poser ce genre de questions chaque jour. Il se sent dans l'ombre, non? Je mérite ça, non? Non, et en plus, c'est le cas, non? Ce que j'ai dit, c'était le cas d'Hermione, sauf que c'est l'inverse. Ron, plusieurs répliques lui ont été retirées. Et il y avait des choses que c'était lui qui expliquait les choses, parce qu'il vient d'une famille de sorciers. Tu comprends? C'est ça qui a du sens. Oui, et puis il y a des moments où Ron, par exemple, il y a un moment dans Le prisonnier d'Azkaban où il défend Hermione dans le livre. Il prend même une retenue pour ça. Tu te souviens quand Rogue l'appelle cette fille agaçante qui sait tout? Ouais, et dans le film, il a raison. N'importe quoi, mec. Dans le livre, il la défend. Tu vois, il écope d'une retenue pour ça. Exactement. Alors, c'est idiot. Purée, c'est vraiment ridicule, oui. Mec, de la même façon qu'ils ont trop mis Hermione en avant dans les films, ils ont sous-estimé Ron. Je suis d'accord? Pleinement. Donc c'est la vision que j'ai. Oui, lis la prochaine, Kako. Hagrid n'aurait jamais dû être professeur. Mec, je ne vais pas dire que je pense que Hagrid est une très bonne personne. C'est quelqu'un de très apprécié. C'est juste une personne... Je pense qu'il se laisse un peu emporter, tu sais, parce que je veux dire, lui, pendant le cours de l'hippogriffe, d'accord, on voit clairement qu'il est un peu mal préparé, tu vois? Il est un peu hésitant, c'est normal, il est nerveux, donc, OK, c'est son premier cours là-bas. Je ne sais pas, les autres années, cela n'a pas vraiment changé. Cette question, n'est-ce pas? Il a d'ailleurs été écarté plus tard dans l'ordre du Phénix, non? Mais je ne sais pas, je ne sais plus trop quoi penser. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Tu sais pourquoi? Je pense que si on parle d'une histoire où les mange-morts ont une seconde chance de se racheter, non? Hagrid a toute cette histoire d'expulsion qu'on n'a pas encore évoquée. N'est-ce pas? Dans le cas de Rogue, le gars était un mange-mort. Et il a eu la chance de passer de l'autre côté. Très bien. Il avait tout son travail d'espion. Et c'était un sorcier talentueux et tout ça. D'accord. Mais on parle essentiellement de seconde chance. Je pense que Hagrid aurait vraiment dû être professeur, comme il l'a été. Et puis, il n'enseigne pas des sorts. Il enseigne comment s'occuper des créatures. C'est quelque chose qu'il a toujours aimé. Et le premier livre le montre clairement. Ça, il a toujours su le faire. C'est ça. La question est, était-il extrêmement préparé pour ça? Non, il ne l'était pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il serait un mauvais professeur ou qu'il ne pourrait pas s'améliorer. C'est vrai, en tant que professeur, on a l'élève qui dit «Les serres d'aigle pensent qu'il est ridicule». Il n'est peut-être pas le meilleur professeur, mais je pense que la question n'est pas de savoir s'il est bon ou mauvais. C'est plutôt de savoir s'il méritait d'avoir sa chance. Je pense que oui. Il a été un gars qui a été traité injustement, expulsé. Tu comprends? Il a perdu sa mère. Sa mère l'a abandonné bébé. Il a perdu son père jeune, à 12 ans. C'était quelqu'un qui n'a même pas eu le développement nécessaire dont il avait besoin, tu vois. On a besoin d'adultes pour avoir certains types de développement. Et lui, il n'a pas eu ça. Tu vois, c'était quelqu'un qui subissait déjà des préjugés parce qu'il était à moitié géant. Donc je pense qu'il le méritait, oui. Et je pense que la série va aborder ce côté plus humain et enfantin de Hagrid, tu vois. Je pense que Nick Frost va très bien le faire. Prochaine affirmation. Oui, Neville Londubat aurait dû tuer Bellatrix, pas Molly Weasley. Non, pourquoi donner ce côté vengeur à Neville? Je trouve cela trop évident. C'est un peu cliché. N'est-ce pas? C'est évident et cliché. La vengeance n'est jamais satisfaisante. Elle tue l'âme et l'empoisonne. Oui, Ça ne sert à rien, mec. Chaves nous enseigne des leçons de vie. Voilà, je pense que non. Je pense que c'est ce que tu as dit. Ce serait cliché, ce serait attendu, et Molly tuant la belle Bellatrix, c'est une bonne surprise. C'est d'ailleurs l'une des scènes les plus cool. ma fille, non, espèce de garce. La scène est vraiment bonne, et puis c'est dommage que le film ne l'ait pas bien adapté, n'est-ce pas? Mais franchement, la scène est bonne, mec. Le ministère de la magie, ici, Regarde, 18 ans, habillé à la cool, vaincre Bellatrix a tout son sens. C'est un peu ça. tu as répété. Oui. C'est un peu comme si on avait déjà répondu. Oui, ça a du sens. Enfin, ce n'est pas exactement ça. Mince, il fallait que ce soit Molly, mais c'était attendu. Oui, c'est bien. Non, je ne trouve pas ça attendu. Non?
Désolé, c'est quelque chose de surprenant. Oui, surprenant. C'est un peu ça, non? Ça sort un peu de l'ordinaire, du cliché. Et tu sais, c'était une mère qui venait de perdre son fils. Alors, ne la provoque pas, tu vois. On met un ton plus grave. Ici, la prochaine, c'est le ministère de la magie est le vrai méchant de la saga. Mets un ton plus grave. Le ministère de la magie est le vrai méchant de la saga. Je suis d'accord. Si ce n'est pas le vrai méchant, C'est l'un des plus grands. l'un des plus grands alliés du méchant. Mec, le ministère de la magie est extrêmement corrompu. Et je vais même plus loin, d'accord? Le plus grand mal dans Harry Potter, ce n'est pas Cornelius Fudge. Non, 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 ce n'est même pas Voldemort, loin de là. Voldemort incarne toute la cruauté et l'horreur du monde des sorciers, c'est les arts obscurs. Mais la société des sorciers dans son ensemble est pourrie. Parce qu'ils réduisant les elfes de maison en esclavage, ils traitent les autres êtres comme des inférieurs. Il existe une clause qui interdit aux autres êtres d'utiliser des baguettes, qui réserve l'usage des baguettes uniquement aux sorciers. Donc la baguette est, en plus d'un instrument magique, un symbole d'oppression des autres espèces, tu comprends. Donc en fait, le ministère de la magie symbolise toute cette corruption et cette inégalité structurelle qui existe dans le monde des sorciers. Tu as compris? Donc oui, le ministère de la magie est le grand méchant, tu comprends. Beaucoup de mauvaises décisions et il est très facile à corrompre, mec, tu vois. Comme ça, il est, tu vois, à plusieurs moments de l'histoire, le ministère de la magie qui intervient partout. Donc, waouh, cette affirmation, et elle est tout à fait correcte. Dobby aurait dû survivre. Là, tu m'as eu, hein? Là, je pense que oui. Je pense que oui, et je vais défendre mon opinion. Je pense que Dobby, il n'était pas nécessaire de tuer Dobby. Désolé, il n'était pas nécessaire de tuer Dobby, mec. Au milieu de tant de morts, Dobby n'avait pas besoin de mourir. Désolé. Ou, avec la vie qu'il a, tu es le serviteur des Malfoy, d'accord? Serviteur. Tu es esclave, entre guillemets, des Malfoy, ce qui n'est déjà pas facile, n'est-ce pas? Tu te fais frapper à la canne par Lucius Malfoy un jour sur deux. Et tu vois qu'il a eu le culot de lui donner un coup de canne devant Dumbledore. Le culot. Le culot. Juste devant lui. Il a eu le culot. Imagine ce qu'il faisait subir à Dobby, tu sais, loin des regards. Il avait déjà quitté cette vie, mais il revient toujours travailler à la cuisine avec Winky. Non, il ne revient pas, n'est-ce pas? Si, il revient. Dobby reste. Il n'est pas simplement en visite. Il revient pour travailler, c'est tout. À la fin, il sauve la situation et meurt. Non. Je pense, je vais rester sur ma position. Tu sais pourquoi? Évidemment, ça aurait été bien s'il avait survécu. Mais qu'est-ce que la mort de Dobby signifie pour toi, mec? La mort de Dobby signifie que le sacrifice et la noblesse viennent de ceux qui sont méprisés par la société. Dobby est vu comme un déchet par la société. Mais le sacrifice qu'il fait là pour sauver les gens et donner sa propre vie pour cela montre la grandeur et la noblesse qu'il possède, bien plus noble que de nombreux prétendus sorciers. Et il était encore dans le manoir de ses anciens serviteurs, n'est-ce pas? Exactement. Pas serviteur, mais maître, non? Il a sauvé la situation à l'intérieur du manoir. Mais, malgré tout, je pense que non. Je trouve la mort de Dobby très symbolique, très poétique, tu vois. Ouais, c'est super triste, évidemment, mais il avait un cœur énorme et une noblesse qui dépassait toutes les barrières qu'on mettait à son espèce, tu vois. Tu sais ce que je ferais? Tu sais quand un événement pousse un politicien à créer un projet de loi au nom de cet événement? Ouais. Si j'étais Hermione, avant d'être ministre de la magie, elle s'occupait des créatures? Non? Oui. J'aurais créé le projet de loi Dobby, d'accord? Je doute. D'accord, si Hermione pour qu'il ne... Ne jamais être oublié et avoir de meilleures conditions, pas seulement du travail, non? Parce qu'en fait, cette question, je pense que, d'ailleurs, dans la série, c'est le moment pour eux de mieux développer ça, tu vois? Du pourquoi? Ils réduisent les elfes en esclavage. Se poser la question. Se poser la question. Ouais, et Hermione va minimiser ce côté-là, n'est-ce pas? Ça ne peut pas manquer dans la série. Remettre en question le pourquoi. Il devrait interroger Dumbledore directement. Et pourquoi aussi? Secondaire. Le secondaire. Avec l'esclavage, mon pote, tu vois? C'est ça. Et E21, la mort de Dumbledore était inévitable. Ouais, hein, tout le monde meurt, non? Il allait mourir, mais la façon dont il est mort est très intelligente vu son plan, tu ne trouves pas? Sa mort était inévitable. Attends, maintenant on doit tout comparer ici.
Oui, sa mort était inévitable parce qu'il a mis l'anneau avec la malédiction et il allait déjà mourir. Il allait déjà mourir. Je pense que parfois, les gens oublient ça. Il allait déjà mourir. Dumbledore allait déjà mourir. Oui, il était condamné à mort quand il a mis l'anneau. Oui. Et il utilise ça À son avantage. comme un stratagème pour que Severus Rogue gagne davantage la faveur de Voldemort. D'accord, parfait. Donc c'était inévitable. Maintenant, si Albus Dumbledore n'avait pas mis la bague et continué d'être le sorcier qu'il était, tu vas m'excuser, mon ami. Je ne crois pas qu'il serait mort pendant la guerre. Laisse-moi réfléchir si la série montre le moment où il met la bague. Est-ce que ce sera un spoiler? Je me dis toujours que Dobby va apparaître dès la première saison, mais non, ce serait un spoiler pour la deuxième, non? Je veux dire que oui, on pourrait avoir une scène où il le met, mais ça gâcherait l'intrigue du prince de sang-mêlé, non? Oui. S'il montrait le moment où il s'en veut pour Ariana et qu'il veut revoir Ariana, n'est-ce pas, dans un geste tragique? Mais c'est ça. On a déjà fait un épisode à ce sujet. Les maraudeurs étaient des brutes à l'école. Je suis plus ou moins d'accord. Enfin, voilà, ils étaient ados. Ce n'était pas gratuit, hein, non. Severus Rogue l'avait aussi cherché. Exactement. Ce n'était pas gratuit. Non, ce n'était pas à sens unique. Severus Rogue les provoquait aussi. Il a commencé à les provoquer là, non? Attaquer à 4, c'était lâche, c'est certain. Pour le reste, je pense que ce n'était pas seulement Severus Rogue, d'accord? Je pense que beaucoup d'élèves devaient être comme ça à l'époque de l'école. Ouais, allons-y, lis la prochaine. James Potter était un harceleur. Harceleur, harceleur. Je crois qu'il avait une rancune contre Severus Rogue. S'il avait été harceleur, il l'aurait fait avec d'autres élèves. Mais il embêtait aussi d'autres personnes. Mais avec Severus Rogue, c'était plus... C'était plus ponctuel, mais il a exagéré. Je pense qu'il est allé trop loin et l'a humilié, non? Je n'aime pas. James, n'est-ce pas? Oui, je n'aime pas cette partie où il met Rogue la tête en bas en caleçon. Je trouve que c'était un peu exagéré. Je pense que si c'était juste un tirage de caleçon, à notre époque, il faisait ça. Oui, mec. Et il y avait une époque où les gens baissaient encore les pantalons. Mec, c'était surréaliste. 24. Rogue n'a jamais dépassé l'adolescence. Je suis d'accord. Je pense que c'est un peu fort de parler d'adolescence. Je pense qu'il n'a jamais surmonté les mauvais choix qu'il a faits et il n'était plus adolescent. Mais il n'a jamais supporté l'adolescence. Il n'a jamais dépassé l'adolescence. C'est évident, par exemple, dans Le prisonnier d'Azkaban. Il veut absolument livrer Sirius. Même quand on lui dit « Écoute, ce n'est pas ce qui se passe. Non, Sirius est innocent, d'accord ?» Il veut quand même le livrer. Et là, il se met encore en colère et dit aux élèves de Serpentard que Lupin était un loup-garou. Parce que Lupin, tu vois, Dumbledore a dit que Lupin les avait aidés à s'échapper. C'est ça. C'était vraiment une attitude. Même Lupin en a pâti. Il ne surmonte pas le traumatisme, devenant incontrôlable. Il crie, traite Hermione d'idiote, disant qu'elle ne comprend rien. Le problème de la série va apparaître quand Severus Rogue commencera à être comme il est dans le livre. Là, les gens vont dire que non. Non, là non. Mais il va être exactement comme il est dans le livre. Oui, lis le numéro 25. Serpentard a été injustement traité par l'histoire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, et surtout dans l'adaptation. Oui, je pense que dans le livre, Elle est déjà victime d'une injustice. Parce que c'est cette histoire, mec. Il faut avoir une certaine maturité et comprendre que le livre est du point de vue de Harry. Et la vision que Harry a de Serpentard, c'est qu'ils sont des connards. Voilà. Ce sont tous des filous, des voyous. Le livre est de son point de vue, donc pas de vision différente. Il faut avoir la maturité de réaliser. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Serpentard a des gens bien. C'est une maison qui a déjà formé de grands sorciers. Tu comprends? Ouais, la plupart ne sont pas des enfants de cœur, hein, malheureusement. Ouais. Mais c'est ça, genre aussi, c'est... Eh bien, après, c'est un fait confirmé. Après les événements, n'est-ce pas? Après la guerre, ce paradigme, tu sais, de Serpentard, cette stigmatisation qu'ils avaient, en réalité, ça s'est un peu brisé, tu vois? D'accord. On a commencé à voir Serpentard autrement. ouais. Tu sais qu'à la fin de l'école des sorciers, quand ils donnent les points à Neville, c'est parce que toi, t'es Gryffondor, t'es un vrai Gryffondor, hein? Je le suis. Tu vas défendre Dumbledore quoi qu'il arrive? Oui. Mais tu vois, ce qui me dérange un peu... Tu trouves ça injuste? Non? Non, je trouve que c'était très juste, les points supplémentaires. Alors commençons. Le point, c'est que peut-être qu'ils auraient pu donner les points avant. Ils ont juste dit,
Gryffondor a gagné grâce à Harry, à Ron, à Ronnie. À Neville, tu as déjà entendu ce dicton? Je dois être devant pour humilier les élèves de Serpentard. Tu as entendu ce dicton? L'orgueil précède la chute? L'arrogance brésilienne. Moi, la voiture, t'aurais dû bien faire les choses, tu sais. N'est-ce pas? Mon ami, toi. Tu ferais un bon avocat. Ah, quel délice. Regarde ça. Non, tu vas m'excuser. Oui, Dumbledore n'en a pas fait assez. Pour moi, j'aurais donné quelques points de plus. Oui, les 10 points pour Neville, c'était peu. Regarde, le prochain ici, c'est le 26. Les films ont trop favorisé Hermione. On en a déjà parlé. Redondant, n'est-ce pas? Passons au 27. Harry aurait dû utiliser plus de magie pendant les batailles. Franchement, je défends vraiment l'idée que Harry aurait dû utiliser Sectum Sempra contre les Mangemorts, tu vois? Eh oui, il reste là à lancer Expelliarmus, à désarmer les gens. Je sais que ça fait partie de l'essence de Harry de ne pas vouloir blesser les autres, tu vois? Genre, tu vois, il n'utilise le sortilège Doloris que quand il se passe vraiment quelque chose de grave, non? Mais il garde ça en lui, tu vois? Genre, il n'a même pas utilisé un sort pour faire tomber le mange-mort du balai, le Lalao du balai, parce qu'il allait tomber de plus de 30 mètres et mourir. Et il était sous malédiction à ce moment-là. Enfin bref. Le Sectum Sempra est, selon moi, aussi grave qu'une malédiction impardonnable. Sans intervention dans les toilettes, Drago serait mort d'hémorragie, tu vois. Et tu sais à quoi ça me fait penser? Il y a eu une époque où toi, Léo et René, vous étiez hyper focalisés à imiter ces gars-là du haut, Rogerinho. Vous vous souvenez de cette époque? C'était en 2010. Mec, vous ne parliez que comme ça, mec! Et René, je sais que tu regardes tous les épisodes de la session, tu imites encore ces gars-là parce que vous ne parliez que comme ça, mec. C'est de Cultura, non? C'est choc de cultura. Waouh, ça m'est venu comme ça, sans raison. Une fois, j'ai fait un événement avec eux. Sérieux? Ils étaient déguisés? Oui, j'y suis même allé dans la même voiture qu'eux. Ils étaient déguisés en leur personnage? Oui, de choc de Cultura. Étaient-ils déjà dans la peau de leur personnage? Le chauffeur qui nous a emmenés à l'événement est passé chez moi. Puis chez celui qui joue Morilio, tu sais, celui qui porte la petite tenue en soie. Et chez Furlan, celui qui fait «C'est un drone», tu vois? Et dans la voiture, les gars, genre, tout le monde discutait. Ouais, tranquille. Bien sûr, hein, hors personnage. C'était un événement que j'ai fait dans l'arrière-pays de São Paulo. C'était vraiment sympa. Trop cool, mec. Bienvenue, c'est stylé. Un salut à René et Léo, vous me manquez. D'ailleurs, ils devraient venir, non? Où est le Momento Berador pour le QR code pour payer le billet de René? René est avec Rafinha parce qu'il est tout petit, hein? C'est vrai. Mais viens faire un épisode ici. Je m'occupe de Rafinha pour que tu sois tranquille. C'est René. Ainsi, tu parlais avec nous et Léo. Les jeunes parents ont besoin de reposer un peu leurs bras. Allons-y. Je vais devoir avoir le capteur du micro et de Léo ici. Pour allumer et éteindre, Porte coupe-feu. tu ne mérites pas que quelqu'un te parle. Coupez son micro, s'il vous plaît. Très bien, tu es fou. Ouais. Waouh, allons-y. Le prévenu, donc, Tu penses qu'il aurait dû utiliser plus de magie? Mec, je pense que juste pour Lupin, dis-lui, Harry, Expelliarmus, c'est ta spécialité, c'est vrai. c'est même devenu sa signature. Une critique pour lui, Une critique, une blague, comme ça. n'est-ce pas? Ouais, mais je pense que Harry pourrait utiliser quelques sorts ET. Les films ont utilisé ça, non? Pour ne pas, en fait, le fait qu'ils aient tué Edwige a un peu tout révélé, non? La réaction de Harry et sa mort. Mais dans le livre, c'est parce qu'il utilise Expelliarmus face au mange-mort, non? Dans le film, Edwige a protégé Harry, c'est ça. Alors dans le livre, Il utilise Expelliarmus. Exact, oui. je pense qu'il devrait user davantage de magie. Sectum Sempra devrait aussi être classé parmi les malédictions impardonnables, car c'est l'un des pires sorts. Franchement, tu es fou. La malédiction impardonnable, elles n'ont pas de contre-sort, n'est-ce pas? Il n'y a pas moyen de l'annuler. C'est ça le problème. D'accord, tu comprends? Oui. Et tu ne leur pardonnes pas. Allons-y, c'est le numéro. Le numéro 28 est ici. Expelliarmus est un sort sous-estimé. Mec, Expelliarmus est un sort de défense, non? Tu vas Je pense qu'en réalité, retirer la baguette de l'adversaire, moi non. il est surestimé. C'est parce qu'il est surestimé dans les films. Parce qu'ils l'utilisent pour tout. Ce n'est pas pour désarmer, ils l'utilisent pour faire tomber. Ils l'utilisent pour je ne sais quoi. Oui, c'est que les films ont fait ça. Mais en réalité, ils désarment l'adversaire. J'aime bien quand Rogue parle au club de duel. Expelliarmus, c'est ça. Expelliarnon, J'ai mal prononcé la phrase finale, mais c'était à peu près ça. il serait plus prudent d'enseigner des sorts de défense. Wow, Rogue, Alan Rickman est vraiment excellent.
L'Avada Kedavra est surestimé. Et où ça? La vache Avada Kedavra. Oh, Mais je pense qu'Avada Kedavra, l'Avada Kedavra est un sort, d'accord? C'est puissant, c'est un jet de lumière verte, c'est totalement abusé. Et je pense même que les mange-morts l'utilisent moins qu'ils ne le devraient, ouais, mais ils apprécient le combat. Je pense que tu devrais préciser davantage à quel point ils valorisent le duel. Le duel, Bruce, mais ce n'était pas juste arriver et lancer un Avada Kedavra sur Neville, là, au département des mystères, Avada Kedavra sur Ron. je pense que ce n'est même pas une question de valoriser le duel. Je crois que le truc, c'est tuer n'est pas aussi simple que le pensent les innocents, comme le rappelle Dumbledore. Ce n'est pas aussi facile que les gens l'imaginent. Ce n'est pas parce que tu es un mange-mort que tu as de la facilité à tuer. D'accord? Ce sont des mange-morts, ce sont des personnes qui sont terribles, je ne sais pas, c'est ça. Oui? Mais je ne pense pas qu'il voulait en tuer tout de suite. Tu sais, c'est un truc du genre, bon, on va faire souffrir, on va... Tu sais, tu vois? Dans la scène de la salle sur demande, dans les reliques de la mort partie 2 avec le feu démon, Crabbe ou Goyle utilisent l'Avada Kedavra et là, ils sont complètement perdus, moi, tu vois, dans la vie comme ça. Ce n'est pas un truc du genre « Waouh, ils sont méchants ». Ils ont juste crié quelque chose parce que « Mais moi, ouais, c'est plus comme sinon Mais là, il est vraiment méchant. Il voulait tuer. Mec, il est mauvais, une vraie sale bête. » Sale bête. Comme disait ma grand-mère, quelle sale engeance. Quelle sale engeance. Oh, quelle sale engeance. Oh, quelle sale engeance. Merci, numéro 30. Voldemort a perdu par arrogance plus que par manque de pouvoir. C'est évident. C'est évident, cette affirmation est évidente. Évident? Évident. Oui, Voldemort, c'est comme un cheval qui marche avec des œillères. Avec les œillères, n'est-ce pas? Il ne regarde que devant lui. Il a tout créé lui-même. Voldemort a forgé ses propres armes et son ennemi. S'il avait ignoré la prophétie, rien de cela ne serait arrivé. Il n'aurait pas chuté. Non. Donc oui, l'arrogance précède la chute. Précède la chute. Très juste. Oh, le numéro 31, la fin de la saga est parfaite. Oh. Parfaite est un mot fort, je pense. Parfait. Ce n'est pas le cas juste parce que c'est fini, tu vois. Ouais, donc parfait, c'est waouh, je ne changerai absolument rien. Je pense que j'ajouterai quelques conclusions pour les personnages qui sont restés en suspens. C'est tout. Tu sais qu'hier, petit coucou à Miss Walker, elle nous avait parlé de la question des scénarios, hein? Ouais, que tu peux télécharger les scénarios et tout, hein? J'ai téléchargé le scénario des Reliques de la Mort, partie 2. C'est vraiment étrange de voir autant de différences. D'ailleurs, le scénario que j'ai lu, qui était de 2009, le film, allait encore commencer par leur arrivée avec Harry, au visage déformé, au manoir des Malfoy. Oui, regarde ça, la partie 2 allait commencer comme ça. Et ensuite, pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que dans le scénario, il y a Hermione qui dit « Passe le bonjour au professeur Longuedubat, fais-lui un petit signe, n'est-ce pas? » Ouais, c'est un détail. Oui, mais ils ont coupé ça dans l'épilogue. Ted Lupin a été complètement, disons, exclu de l'épilogue. Donc, bien sûr, on parle ici de l'adaptation au cinéma. Mais je pense que j'aime l'épilogue, mais je pense qu'ils auraient aussi pu faire quelque chose de plus à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, c'était plus émouvant. Moi, maintenant, l'épilogue est, mais je l'aurais fait autrement, moins édulcoré. D'accord. Donc c'est ton avis. C'est mon avis. L'épilogue, waouh, je viens juste de dire ça ici. 32, l'épilogue devrait être différent. L'épilogue n'est qu'une conclusion. La fin de la saga reste la fin. D'accord, ok, c'est ce que je pensais aussi pour l'épilogue, mais je continue de penser que l'épilogue devrait être un peu différent. Oui, je voulais quelque chose d'encore plus émouvant. D'accord, eux qui retournent à Poudlard, je sais pas, quelque chose de plus. Hermione obtient son diplôme, revient. Tu te souviens qu'elle avait révélé ça, hein, retourne à... C'est que c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de temps qui passe. Ouais, 19. Donc genre, Et ça pourrait se passer genre 4 ans plus tard. Puis il y a une scène, Ron est là. Tu sais tout ce qu'elle a raconté dans le poste. Lui, regarde, il voit, il y a... On peut montrer ce qui s'est passé pendant ces 19 ans, hein. On pourrait. Waouh. Alors, en fait, ce serait une idée plus cool que l'enfant maudit, non? Si on y réfléchit, Ron affrontant le deuil, oui, aidant Harry, s'adaptant au ministère, s'occupant de la famille, ce serait vraiment génial. ce serait tellement cool. On m'a reproché d'avoir trop dit Aurora dans la dernière vidéo. Désolé les gars. Je vous demande pardon. Pardon mon père. Non, c'est comme Anna comment déjà? Anna à bouche à Bolt. Oui, non, Anna à Bolt, Anna à bout à Bolt, c'est Anna à Bolt. Calmez-vous les gars. La paix dans vos cœurs, la vie est belle. Vous êtes nerveux? Non, les gens veulent... Les gars sont agressifs, non? Je ne prononce pas, mec. Ils ne supportent pas ce gars qui écorche les noms. Désolé, vieux.
La prononciation, c'est un truc. C'est la prononciation, mec, la prononciation. Ok, ça n'a rien changé. C'est le numéro ici 34, non pas 33. Regarde. L'enfant maudit devrait être considéré comme canon. Ouais, canon, c'est canon. Si cela devait l'être, ce ne l'est pas. Ça devrait, ça ne devrait pas, mais que ça l'est, ça l'est. L'auteur elle-même a dit que ça ne devrait pas. Moi, je suis d'avis que ça ne devrait pas. Je pense qu'ils auraient dû être plus honnêtes à l'époque où ils lançaient cette pièce. Genre, je sais pas, qu'il n'y a pas besoin de vendre ça comme ça aurait été un succès de toute façon, que tu dises, Galet, que c'est canon ou pas. Là, c'est bien canon qu'on dit. Non? Canon? C'est canon, c'est indépendant, c'est la torture, c'est comme ça qu'on dit, non? Et comme je l'ai dit, Et comment c'est. J'ai failli m'étouffer. Donc, je ne pense pas que je devrais non plus. Donc, d'accord. Et la 34, elle va vraiment dans cette veine-là, non? la série devrait ignorer celui-là dans cette maudite. Elle devrait. Elle devrait? Bien sûr, évidemment. Oui, c'est comme Ron, oui, oui. Il me renverse avec une bétonnière. Non, il parle. Oui, j'ai assisté à une fête et un garçon m'a attiré. Cela signifie-t-il que je suis gay? Ça veut dire, il est pressé de finir l'émission. Et moi, je suis là, ça veut dire, puis il passe à la suivante, tu vois? Il demande. Là, c'est très bien. Ouais, j'ai vu cette tête. Tu n'as jamais vu? Moi non plus. Ron Mays lui-même, il est. Il parle? Oui, il anime l'émission. Et c'est le moment où il lit les questions, genre Momento Berador. Aha, il lit les questions des gens, mais il doit finir vite l'émission. Aha. Et le gars raconte une histoire. Je suis allé à une fête. Ouais, j'ai vu un gars là-bas. Il m'a intéressé. Est-ce que ça veut dire que je suis gay? Il dit juste ça veut dire. Puis il passe à la question suivante. C'est vraiment bien sérieux. Tu n'as jamais vu celui-là? Non, trop. Bien ouais. 35. La série devrait-elle inclure des scènes inédites qui n'existent pas dans les livres? Eh bien, mon ami, bien sûr, oui, Bien sûr, c'est certain. On en a déjà parlé. 1 million de fois. D'ailleurs, ben, je croise vraiment les doigts pour ça. Et la première saison va déjà le prouver, non? La raison d'être de la série, c'est justement d'ajouter plein de choses. Je ne sais pas, plein de choses. Mais je ne pense pas qu'il vaille la peine d'en rajouter à ce stade, parce qu'on en a déjà parlé dans plusieurs épisodes ici. Oui, on aimerait que la série ajoute des choses, et Il y a déjà beaucoup de choses à ajouter. Du point de vue, c'est ça qu'ils vont explorer dans cette première saison. On arrive à la fin. oui, ça veut dire. Significa. Ensuite, les gens affirment que la vidéo est un short. Oui. Je n'ai plus d'eau, les gars, j'ai déjà la bouche sèche. On est déjà comme Ronnie Boone ici. Attendez! Tout changement dans la série sera injustement comparé au film. Moi, ce sera moi. Tout sera comparé au film, pas seulement les changements. Les scènes elles-mêmes, qui ont déjà été adaptées, seront comparées, oui. Elles seront comparées. Il va y en avoir un paquet, des nostalgiques des films. Et je ne vais pas juger les nostalgiques des films. Parce que je pense que parfois, même moi, je vais être comme ça, mec, mais cette scène, Mais je ne suis pas d'accord, Thiago, parce que pour vous, ce n'est pas pareil. Moi aussi, je serai nostalgique du film, et il y aura peut-être des choses que je trouverai plus chouettes dans le film. Sauf que les gens vont utiliser ça comme une arme pour dénigrer le truc. Pour moi, c'est ridicule. je suis d'accord, pour moi c'est ça, non, non, je suis d'accord. Comme c'était avec la bande-annonce, non? Les gens comparaient la scène du film à celle de la bande-annonce avec ironie, disant ouais, nouvelles images, en les mettant côte à côte. Tu sais pourquoi? Parce que tu te dis que dans le film c'était bien mieux, non? Ça arrive souvent. Ici à 36, regarde. Tout changement dans la série, non. Non, c'est 37. Je lis avec la mauvaise intonation. C'est la même question 37. Le casting ne plaira jamais à tout le monde. Je ne suis pas d'accord. Voilà Severus Rogue. Tout le monde l'a adoré. Comment ça, les gars? Comment ça? C'est évident, non? Il n'existe rien d'unanime dans le monde, tu vois. Personne n'aura 100%. Même dans les films, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord avec quelque chose, c'est normal. Tu sais, mec, un truc complètement aléatoire qui m'énerve dans les films? Barto Croupton, quand il explique les règles du tournoi des trois sorciers. Non, le père, lui, Exactement comme ça, tu vois, par déterminer la détermination. C'est qu'il était sous l'emprise de l'impérium, tu vois, Ali. Il était, j'y crois pas, Alingia parle. Allons-y, 30, celle-là est bonne. Hein, 38. La nostalgie gêne une partie du fandom, oui, ça veut dire suivant oui, non. totalement. Mais on a déjà tellement parlé du fait que la nostalgie est un poison auquel les gens sont soumis. Elle peut être très bonne, oui, évidemment, nous aimons tous la nostalgie. Qui n'aime pas regarder quelque chose et se dire «Ah, c'était tellement bien», bien sûr, mais ça gêne certainement les personnes qui n'arrivent pas à accepter la nouveauté. Moi, dans ma vie, j'ai vécu quelques moments
La première fois que je suis allé à Londres, en 2016, quand j'ai fait un échange et tout là-bas, tu vois. Et donc, c'est ça, tu vois. Pour moi, waouh, cette fois-là m'a vraiment marqué. Ça ne sera jamais pareil. Et parfois, j'y vais, c'est comme ça, grâce à Dieu, tu vois, grâce à Dieu. J'y suis déjà allé plusieurs fois pour le travail. Je suis revenu, je suis allé 5 fois à Londres, toujours pour le travail, en groupe, et moi. Et parfois, c'est vraiment traître, la nostalgie est vraiment traîtresse parce que tu penses que tu vas retrouver la même chose. Mais mon ami, je me souviens que je suis allé à Londres à une époque qui était juste après la pandémie, comme ça, j'y suis allé, c'était à la fin de l'année. Et c'est surréaliste, n'est-ce pas? Cette ville, cette chose qui t'a déjà trouvé une fois, était là aussi. Le monde est à moi, mon ami. Alors, profite des premières expériences, parce que c'est comme ça, et n'attends jamais de retrouver ce même sentiment. Découvre de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions et expériences. Les films ont très bien vieilli. Je suis d'accord. Je pense que pour l'époque où ils ont été faits, les films ont des effets numériques très bons. Laisse tomber. Laisse tomber, oh là là, n'en parlons même pas. Bien meilleur que beaucoup de films actuels, Oui, exactement. Je pense que les films ont bien vieilli. Oui, je ne pense pas. qu'ils vont devenir intemporels comme ça, oui. Je pense que dans 20 ans, 30 ans, les gens continueront à regarder ces films comme ils l'ont toujours fait. C'est comme Le Seigneur des Anneaux, la trilogie. Bien sûr, il y a des moments où il y a des scènes où c'est clairement, tu vois, à cause de la technologie datée, on peut le remarquer. Mais malgré tout, ce n'est pas quelque chose qui gêne le film. Tu sais quoi, je ne sais pas si c'est polémique, mais quand je suis allé voir Star Wars pour la première fois, la trilogie, la première trilogie, les effets m'ont vraiment dérangé. À l'époque, c'était leur meilleur, ils ont gagné un Oscar. Mais aujourd'hui, tu vois, T'allumes le sabre, le truc. ah, On dirait celui de Shafts, non? ça prend un putain de temps. On dirait celui de Shafts, non? Non, le premier combat entre Obi-Wan et Dark Vador, c'est celui où il souffre, non? Ils ont remasterisé plusieurs fois. Ils ont changé plein de choses dans Star Wars, non? Et cette scène où Han Solo est au bar et il penche juste un peu la tête quand il tire. Non, et quand il marche sur la queue de Jabba, t'as déjà vu? Jabba est en image de synthèse, alors Solo fait comme ça et il descend au sol, mec. George Lucas s'est vraiment emporté avec les modifications. Imagine-le avec l'IA, il ferait des spectacles partout. Il pourrait refaire maintenant avec l'IA la version de Star Wars avec les effets qu'il voulait faire à l'époque. Les effets, calme-toi. Arrête, ne parle pas de ce truc-là, hein? Allez, ouais, quoi? Non, tu as touché à un point sensible, mec. Ces vidéos d'IA sont vraiment chiantes, mec. Mon Dieu, mec. Le film de Vinny, ils ont mis Vinny Junior en arrière dans Les Blanches et la blonde en Haaland. Et puis il y a le gars japonais qui arrive. Tu as vu ça sur sa chaise? Personne ne s'en prend à papa. Ces vidéos, je les trouve drôles. Vieux. C'est drôle, mais je pense que ça perd un peu l'essence du même. On pourrait faire ça. Mais tu n'es pas d'accord? Tu n'es pas d'accord que maintenant, non, je ne sais pas. On va entrer dans un sujet où je ne sais pas si c'est bien d'entrer. C'est comme ça, l'IA va devenir une partie de l'humour, parce que les gens commencent à identifier ce qui est de l'IA. Oh là là. Et là, on doit supporter Moranguete Abakatu du 6742. Je ne sais pas d'ailleurs, j'ai une amie de Mariana. Waouh, chaque fois que j'entends cette chanson ces jours-ci, mec, tu l'as déjà chantée. Tu l'as chantée environ 5 fois dans le podcast, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Sérieusement, remercie-moi. Parce que le jour où elle entrera dans ta tête pour la première fois, tu ne l'auras jamais vue. Tu croises? Non, j'ai vu ce truc sur Twitter. Non. Et après, je n'arrivais plus à m'en débarrasser. J'ai vu ça, je voulais nourrir la haine. D'accord. La haine en moi, elle était grande et je n'arrivais pas à arrêter de regarder parce que la haine, j'étais comme, tu vois, comme si elle me consumait, tu comprends? Tu devais te nourrir de cette honte à ce moment-là. Je voulais regarder pour pouvoir les haïr. Je voulais dire comme ça, waouh, regarde ces salauds. Tu as compris? Et voilà, c'est bon. Ouais, là j'étais en paix, donc tout allait bien. J'étais en paix, hein, ça a duré environ 2 semaines comme ça. Puis ils ont mis dans la rue, dans cette voiture. De danser dans ces... Voi tous les sons, non? Les gaz en colère ont sûrement une autre explication, non? Tu vas essayer. Ils ont mis ça. T'essaies d'enregistrer. Managuette, avocat, 267, 42. Jamais entendu, j'ai juste envie de frapper tout le monde dans cette vidéo. Non, jamais entendu. Des gens, des animaux de l'air, de tout le monde. Je dois voir, mon Dieu. Je ne vois jamais le prochain. Celle-là est bonne, hein? Non. Regarde, la point 40. La bande-son de la série devrait être totalement nouvelle. Je suis d'accord? Je suis d'accord, absolument. Avec une exception, d'accord? Du thème d'Edwige qui est iconique, si je pense qu'ils doivent lui rendre un petit hommage. C'est léger, je pense que ça peut aller. Écoute, moi, non. Je vais t'expliquer. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas ressentir. Je suis vraiment, vraiment, vraiment fan de la bande originale de Harry Potter. Et les gens pensent que c'était seulement John Williams, non?
Ce n'était pas. Il y a plusieurs compositeurs. John Williams a composé la musique des 3 premiers films, puis Nicolas Hooper et Alexandre Desplat ont suivi. Petro, Patrick Doyle pour La Coupe de Feu. il y a, tu vois, ce n'est pas seulement une personne qui est au là. Et Desplat est vraiment excellent aussi. Il est vraiment bon. Waouh! Donc tu vois, la bande son de Harry Potter, elle est très marquante, très emblématique. Tu vois? Genre, bah, mec, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Musicalement parlant, c'est incroyable. Ouais. C'est juste que même si cette bande son est merveilleuse, j'ai envie d'être surpris par la série et de laisser la bande son de la série m'enchanter. Oui, tu comprends? Je veux que la bande son de la série m'enchante et qu'elle soit peut-être pour moi aussi marquante que la bande son des films. Évidemment, ce ne sera pas pareil, ce ne sera pas la même chose, parce que c'est ce piège de la nostalgie qui parle. Le piège de la nostalgie. Tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la scène où ils entrent dans la grande salle de la série. Comment serait cette scène avec la musique? Exactement. Ils vont mettre Me Harume dans la scène. Oui, tu comprends? Oui, donc c'est difficile. S'il y a des éléments qui rendent hommage, c'est quelque chose sur lequel je ne compte pas à 100%, d'accord? Qu'ils vont faire, même avec. Moi, je ne suis pas le principal. Je ne compte pas à 100% là-dessus. Je ne compte pas là-dessus. Parce que c'est déjà arrivé que Hans Zimmer fasse la bande originale de Superman lui-même. 2 films que John Williams a fait et il n'en a utilisé aucune. Maintenant, seulement dans ce Superman de James Gunn de 2025, ils rendent hommage à la bande originale. Oui, mais Hans Zimmer, non. Donc, Donc je suis d'accord parce que la série doit être complètement détachée des films. Complètement. je vais déjà passer à la 41 ici parce qu'elle ressemble beaucoup à cette question, d'accord? Que la musique de John Williams ne devrait pas être réutilisée dans la série. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Je suis d'accord. John Williams est intemporel et sa bande originale appartient aux 3 premiers films. Et puis, Il devrait lui verser une grosse somme pour utiliser la même bande originale dans la série. Je n'ai jamais voulu cela. non. Et puis, je pense que même l'argent n'est pas le problème, Thiago. L'argent n'est pas un problème pour eux. Cette série a un budget énorme. L'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas faire la même chose. Certaines choses sont similaires, comme vu dans le teaser. Le Poudlard Express rappelle fortement le film, presque la même couleur. D'accord. C'est similaire, mais Poudlard, c'est différent. Le château va être différent, les choses vont être différentes, les baguettes vont être différentes, les uniformes sont différents, l'emblème est différent, tout est différent. Parce que c'est censé être une série. Le film est déjà fait, il est déjà là, et c'est fini, tu comprends? D'ailleurs, Eric lance l'appel au casting de Genie maintenant. C'est sympa qu'ils aient déjà mis le petit blason de Poudlard à la fin. On voit qu'il fait partie de l'identité de la série. J'ai trouvé ça cool. Tiens, regarde. Passons au numéro 42. Poudlard devrait avoir un aspect différent dans la série. Je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. C'est comme ça, chaque recoin de Poudlard est. Mais surtout, je me demande par exemple où sera la cabane de Hagrid. Et ce sera comme ça pour toutes les autres saisons. C'est ça change, n'est-ce pas? Et où sera la cour principale? Où aura lieu la bataille? Et il doit déjà penser à tout ça. Mais dans les livres, non. Et la structure du château doit être autre chose, mec. Parce que quoi qu'il fasse, c'est pourquoi est-ce un piège aussi dangereux? Si tu fais pareil, pourquoi tu fais ça? Si tu fais différemment alors que ça devait être pareil. Donc c'est ça, c'est ce truc. Tu ne plairas jamais à tout le monde. Et puis il y a des gens qui nous écoutent ici, qui nous regardent, qui ne sont pas d'accord, qui pensent que non, ça doit être pareil. Et c'est pas grave. Je continuerai à penser que ça doit être différent. Moi aussi. Comme ça, quand le moment viendra, je ne dirai pas non, je n'ai pas aimé. Ce n'est pas pareil. Plus c'est différent des films, mieux c'est, les gars. Comme ça, vous arriverez même à regarder sans trop comparer, n'est-ce pas? Ouais, allons-y. 43. Lisa 43. Les uniformes devraient suivre. Il a raison. Des dirigeants. Ah. Je pense qu'il existe un modèle, évidemment, pour tous ceux qui étudient ou vont à l'école au Royaume-Uni, ce modèle de tenue. Oui, par exemple, même le pull de Noël, ils l'ont fait comme dans les livres et ce sera dans la série. Je pense, honnêtement, je ne vois pas de problème. Un petit ajout aux uniformes, là, comme ils l'ont fait dans la série. Ceux des films, je ne les trouve pas mauvais non plus. D'accord? Je trouve ceux des films super stylés. Chacun a sa propre identité là. Et dans la série, ils essayent de rester plus fidèles, non? D'ailleurs, les uniformes ont tous la même couleur, non? Ce qui change en réalité, c'est la couleur de la cravate et la couleur des accessoires qu'ils portent. Parce que la cape est de la même couleur pour tout le monde. Ouais.
n'est-ce pas? Donc pour l'histoire, ça a du sens parce qu'il y a des moments où, quand ils y vont, quand Harry et Ron se transforment en Crabbe et Goyle, ils vont demander à un élève où c'était, s'il se souvenait, où se trouvait la salle commune. Et elle répond à genre: «Non, je suis de Serre d'Aigle, t'es fou?» Genre parce que ce n'est pas différencié. Donc pour l'histoire, bah, ça a du sens. Mais je ne vois pas de problème à ce qu'ils ajoutent quelque chose de visuel à ça. Et que ce petit détail soit changé, tu vois? Ce n'est pas quelque chose qui a gâché l'histoire. Oui, mais leur idée, c'est de mettre chaque uniforme d'une couleur différente dans les films. Moi, j'aime beaucoup. Moi aussi, je trouve ça sympa. Ça donne une identité sympa à chaque maison. Ouais, allons-y, le numéro 44. Les fans se plaignent trop des changements. Mon Dieu, si je suis d'accord, c'est avec moi-même. Les fans se plaignent trop des changements, bien sûr, et je fais partie de ces fans qui, à l'époque où j'allais au cinéma, se plaignaient encore plus. D'ailleurs, je pense que c'est parce qu'il y a des changements qui n'auront jamais de sens pour moi, désolé, c'est parce que... Il y a des changements et des changements. Il y a des fans- Il y a des fans qui se plaignent de tout, même de choses pour lesquelles ça n'a même pas de sens de se plaindre. Oui, tu vois. Par exemple, il y aura des gens qui, dans la série, vont se plaindre que ce n'est pas comme le film. Mais la série suit le livre, pas le film. Tu sais ce que c'est? C'est quelque chose qui ne mérite pas qu'on s'en plaigne. Maintenant, il y a des choses qui ont du sens, oui, et les fans se plaignent. C'est normal, cette attitude protectrice que Warner a aujourd'hui envers Harry Potter, non? Je pense que les fans avaient eux aussi beaucoup de ce côté protecteur à l'époque des films, non? Ils lisaient les livres et on était tellement passionnés par les livres qu'on ne voulait rien de différent. Donc parfois les films étaient même une menace pour l'histoire qu'on aimait. C'est vrai, non? Ils enlevaient souvent beaucoup de choses, n'est-ce pas? Encore là, Toujours dans le thème des changements, la suivante, c'est les fans acceptent les changements quand ils sont bons. oui, je pense que ça prend un peu de temps parfois pour apprécier le changement en soi, mais je pense qu'il y a des changements très positifs. Je pense que moi, je ne sais pas pourquoi. Que moi, tu penses que le fan? Je ne pense pas que les fans acceptent les changements parce qu'ils sont bons. Mhm. Je pense que les fans acceptent les changements parce qu'ils ne savent pas que ce sont des changements, parce qu'ils ont vu le film en premier. Ensuite, quand ils lisent le livre, ah d'accord, c'est différent. C'est ça? Tu comprends. Ah ah, pourquoi? Et mec, ce que je dis, c'est comme ça. Ce sont des données que je vois depuis des années en créant du contenu. Les gens ne savent pas beaucoup de choses sur les livres, sur comment ils sont, et ils pensent que la vraie version, c'est ce qu'il y a dans le film. Ah ah, tu comprends? Que les choses sont comme elles sont dans le film, donc je pense que c'est beaucoup plus clair. Je pense que les gens acceptent, oui, une partie accepte, oui, les changements, acceptent les changements qui sont bons. Mais la plupart des gens n'ont même pas idée, n'ont même pas conscience que c'est un changement en soi. Oui, Oui, c'est ça, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec le numéro 46. Ça va même devenir le sujet de notre podcast ici, tu sais. Oui, le Choixpeau magique a eu raison pour pratiquement tous les élèves. J'ai l'impression que le Choixpeau magique ne se trompe pas. je pense aussi qu'ils ne se trompent pas. D'accord, je pense que le Choixpeau, d'ailleurs, A. Rowling a déjà révélé une fois qu'il a une sorte de capacité à prévoir l'avenir, non? Et je pense que chaque maison, mais Pedro Pettigrew à Gryffondor, c'est mon ami le Choixpeau. Ils voient le potentiel de ce que la personne peut devenir. Ça ne veut pas dire que la personne va suivre ça à 100%, tu comprends? Alors, et puis bah, les gens n'ont toujours pas compris, n'est-ce pas? La plupart, ceux qui ne vont pas en profondeur dans le truc, n'ont pas compris que les maisons de Poudlard ne sont pas des étiquettes qui définissent à 100% ce qu'est une personne. Tout le monde, tous ceux qui étudient à Poudlard, ont des caractéristiques des 4 maisons, mais il y en a une qui finit par prédominer dans la personnalité de la personne. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont à Gryffondor ne vont jamais trahir, ne vont jamais commettre un crime, ne vont jamais faire quelque chose d'immoral. Oui, cela ne signifie pas que tous les Serpentards deviennent forcément des mages noirs. De la même façon, à Poufsouffle, tout le monde pense que tous les Poufsouffles sont super cool, super sympas, non? À Serre d'Aigle, tout le monde est censé être extrêmement intelligent, créatif, tu vois? Ce n'est pas ça. Les maisons n'étiquettent pas les gens comme ça. Tu comprends? D'ailleurs, le fait de mettre Alvo Severus à Serpentard, c'était aussi une sorte de réponse. Je trouve ça très cool qu'il soit fidèle à Serpentard, et c'était aussi une réponse même à elle-même, tu vois. Cette histoire des maisons, d'essayer de surmonter un peu le propre préjugé que Harry avait parfois contre Serpentard, tu vois. Lui montrer que, tu vois, son fils est allé à Serpentard et c'est comme ça. Numéro 47. La magie dans Harry Potter est-elle plus du soft magic qu'il n'y paraît?
Le soft magic, ce terme. Oui, il y a. Comme ça. Dans la fantasy, il y a la haute magie et la basse magie, n'est-ce pas, hein? C'est ça. Par exemple, Harry Potter, c'est de la haute magie parce que la magie est présente partout. Le truc avec la basse magie, c'est qu'elle existe, mais c'est quelque chose de difficile à accéder, à pratiquer. Seules des personnes spécifiques peuvent en faire, tu comprends. Et Harry Potter, ce n'est pas comme ça. Dans Harry Potter, la magie est partout. Les sorciers sont là, c'est leur quotidien. Ils pratiquent, c'est quelque chose de simple. Donc oui, c'est vraiment de la haute magie. Ouais, tu vois, d'avoir de la magie présente dans la réalité. Mais c'est une magie où la magie noire est davantage, tu vois, mais vue avec un regard de jugement et tout ça. Donc c'est quelque chose de plus... La magie, en général, elle est plus douce, tu vois. Je ne sais pas si c'est ça que cette affirmation veut dire. Aham, prends le 49. Non, 48, 48, 48. Le monde des sorciers fonctionne malgré ses propres contradictions. Oui, 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 mais là, on met la contradiction là-dedans. Oui, ça existe, bien sûr, non? On a déjà cité plusieurs contradictions du ministère de la Magie lui-même, de ceci, de cela. Mais oui, ça existe, ça fonctionne. Oui, n'est-ce pas alors des contradictions dans la construction de l'histoire? Ou des contradictions à l'intérieur même de l'histoire? Des contradictions dans l'histoire des personnages? Des... Tu comprends? Je pense que ça fonctionne dans les deux cas. Parce que les gens ont tendance à vouloir toujours ramener quelque chose du genre «Ah, mais ça n'a pas de sens» en voulant comparer avec le monde réel. Ce n'est pas le monde réel. C'est le monde de Harry Potter, c'est un monde fictif, même s'il existe un monde réel. Le réel. ce n'est pas ce que la personne voulait. Dire. Oui, même s'il existe dans le monde réel. Le monde réel existe dans Harry Potter. Eh bien, la Poudlard est une école. Les élèves jouent au Quidditch. Genre, c'est dangereux. Pour les sorciers, ça ne l'est pas, tu comprends? Alors, c'est quoi pour eux? C'est juste du sport. Tu comprends? Ah mince, les élèves courent des risques à l'école. Oui, mais pour eux, c'est quelque chose de normal. C'est normal. Normal. Car ils ont une potion qui fait pousser les os la nuit, tu vois? Qu'est-ce qu'une fracture du bras? Oui. Exactement, exactement. C'est exactement ça. 49. Harry Potter reste-t-il le plus grand phénomène de la fantasy moderne? Eh bien, je pense que rien n'a égalé cela depuis 1997, d'accord? Je pense que cinématographiquement parlant, En termes de divertissement et de culture pop, ça reste le cas. On ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Vous pouvez dire non, le Seigneur des Anneaux est meilleur. D'accord. Ça, c'est une question de goût pour toi. Et d'accord, le Seigneur des Anneaux peut avoir une meilleure structure que Harry Potter, avoir été mieux écrit, mais ça ne veut pas dire que la construction... les gens parlaient beaucoup de la construction de l'univers et tout ça, mais voilà, et c'est tout. D'accord, je suis d'accord, mais je pense qu'en termes de tout le reste, je pense que Harry Potter est vraiment, vraiment au-dessus de toutes les autres séries du monde. Et je pense qu'à long terme, surtout avec la série télé maintenant, Harry Potter a tendance à devenir peut-être la plus grande franchise. C'est devenu grand public, tu vois. Ouais, Harry Potter a un parc, il y a des zones dans des parcs un peu partout dans le monde, il y a, tu sais, des expositions itinérantes qui vont partout, il y a une pièce de théâtre, il y a des making-of, tu vois. Tous les produits Harry Potter sont en vogue. Je vois beaucoup cette rivalité parfois, tu sais, cette rivalité a beaucoup existé dans le passé et elle existe encore aujourd'hui. Non, certains essaient encore de ramener ça. Tu vois, il y a toujours cette rivalité. Mais je pense que même le fan du Seigneur des Anneaux comprend, je ne parle pas d'histoire ou de développement, que la série Harry Potter a déjà dépassé. Elle a touché le grand public, elle touche les enfants, elle touche les adultes, elle touche les personnes âgées, elle arrive à communiquer très facilement avec tous les publics. Donc, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait qu'une seule saga plus grande que Harry Potter, c'était Star Wars, n'est-ce pas? Mais je pense que Star Wars traverse une période où s'ils ne prennent pas une décision plus ferme de reconstruction, d'essayer de faire quelque chose de mieux, je pense qu'à terme, Harry Potter deviendra peut-être la plus grande saga de tous les temps, du moins dans la culture pop. Ouais, Harry Potter, tu sais, les livres, chaque année, il y a au moins un livre de Harry Potter, du 1 au 7, dans la liste des best-sellers, tu vois. Genre, alors, Mais de 600 millions d'exemplaires vendus, des livres audio qui sortent tout le temps, il y en aura encore plus. Je ne sais pas, dans 10, 8 ans, il y aura encore 4 ou 5 nouvelles zones Harry Potter. non, et tu as vu qu'ils vont maintenant faire le livre audio, celui avec une distribution complète en Allemagne, non? Ça va venir au Brésil. Waouh, ce serait génial. Qui jouerait Dambora? Miguel Falafalabella? Miguel, c'est de... Waouh, c'est Antonio Fagundes, je serais vraiment très heureux. Antonio Fagundes. Mec, ou bien Lima Duarte. Ces gars-là,
Lima Duarte est mort. Je crois que c'est comme Tim Maya. Non, hein? Il n'est pas mort. Tim Maya? Non, il y a ce même où la femme dit Tim Maya est mort. Non, 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 Lima Duarte est vivant. N'est-ce pas? Oui. Et numéro 50 maintenant pour clôturer notre super liste. Wow, cette série est géniale, hein? La série a le potentiel de surpasser les films. Oui, Oui, elle en a. elle a du potentiel, mec. Et je ne vais pas dire qu'elle en a peu, tu vois. Elle a beaucoup de potentiel pour surpasser les films parce que l'une des plus grandes plaintes des fans à l'époque où les films sortaient concernait justement la durée et tout ce qui avait été coupé. Maintenant, on va tout avoir. On va avoir pratiquement tout ce qu'on a lu dans le livre, ça sera dans la série. Des personnages qui n'étaient pas dans les films seront dans la série. Des scènes marquantes que les fans adorent. Les funérailles de Dumbledore, les Gaunt, le Piranha. La race. Tout ce que les fans ont rêvé de voir, l'hôpital Sainte-Mangouste. Mec, ce n'est pas une compétition. Non, ce n'est pas mets-toi ça dans la tête. Ce n'est pas une compétition. La série n'est pas là pour surpasser les films. Et puis les films, tout ce qu'on a vécu avec eux restera toujours gravé. Tu comprends? Pour ceux qui ont vécu ça. Voir cette série comme un complément au film. Je pense que les gens vont mieux vivre ça comme ça, tu vois. C'est un complément à ce que les films ont fait. Donc, si tu vas regarder la série, considère que, regarde, les 8 films existent. Je vais maintenant voir un complément à ces films, car l'univers de Harry Potter mérite vraiment d'être exploré. Allez-y l'esprit ouvert et vous allez vraiment apprécier ce nouveau moment de la série. Vous verrez que c'est ce que j'ai toujours dit. Dans 10 ans, peut-être, vous allez regretter de ne pas avoir autant profité de cette phase de la série. C'est ça? Voilà, notre liste est terminée pour aujourd'hui. Super épisode, les gars. On a parlé de beaucoup de choses dans l'épisode d'aujourd'hui. On a réussi à faire une énorme liste et je pense qu'on devrait en faire d'autres comme ça, des listes. Tu as aimé? Super, vraiment. J'ai trouvé ça vraiment cool. On a cité 50 choses ici et on a réussi à bien parler de chacune d'elles. Je suis vraiment content de cet épisode. Et si ça vous a plu, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour aider alors? Si tu as aimé, évidemment, cette discussion, s'il te plaît, commente en bas. Donne aussi ton avis sur chaque sujet. Si tu trouves qu'il y a un sujet qui était plus polémique ou si tu n'es pas d'accord avec notre avis, laisse-le en commentaire ci-dessous. Si tu as oublié de liker au début de la vidéo, mets un like maintenant à la fin sur YouTube. Partage cette vidéo. C'est sympa de partager le podcast avec des amis. Les gars, Session Reservada, votre podcast sur Harry Potter. Une très bonne période arrive pour la série. Alors, toi qui aimes les podcasts, commence aussi à écouter Session Reservada. C'est ça. Et passons à notre Momento Berador, qui est toujours raconté à l'écran. Envoie ton message, on va le lire maintenant. Momento Berrador. Et notre premier message du Momento Berrador d'aujourd'hui vient d'Aline Strajanelli. Moi, encore une fois, je suis artisane en résine. Comment puis-je envoyer un cadeau au Cessan Reservada? Ah oui, Pour l'instant, on n'a pas encore de boîte postale, non. Et on ne va pas donner l'adresse car ce n'est même pas la nôtre ici. Mais bon, l'idée à long terme, c'est ça. On va voir si, au moment où la série sera diffusée, on ouvre une boîte postale. non, mais sinon après, ou alors, Aline, envoie-moi un message privé sur Instagram et je te donnerai l'adresse pour que tu puisses envoyer. D'accord, pas de souci, je te donnerai mon adresse. Et nous, ici, Aline. merci pour ta gentillesse, tu sais, Aline. Ces baguettes en résine, j'admire vraiment ceux qui les fabriquent. Vinicius Léon a envoyé ça ici. Allons faire en sorte que Warner vous remarque et vous invite à être figurant dans la série. Allons-y. Si tu pouvais choisir, à quelle scène voudrais-tu participer? J'aurais aimé être... Bon, je pense que la mienne est déjà passée, c'est déjà fait, mais j'aurais vraiment aimé être au chaudron baveur. Waouh. Quand Harry arrive, Pour la motivation, il y a aussi d'autres moments au chaudron baveur. Tu peux y être en saison 3. alors apparaître là-bas au chaudron baveur, en sorcier un peu dans un coin, assis à une table. Et tout. Wow, ce serait incroyable. Je pense que j'aimerais faire, je ne sais pas, le public du tournoi des 3 sorciers. Oui, mais Lu, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Le gars arrive. Il rejoint les adolescents. Tu as vu cette fille du Poudlard Express près d'Albus Severus? La fille de 30 ans là-bas. Waouh. Non, c'est une pilule? C'est moi. Oui, mais je voudrais une scène, peut-être dans un snack qu'il visite, le ministère, à l'époque des reliques de la mort. Ah, n'en parle pas. Le ministère de la magie, vraiment. Changer la couleur des maisons aura-t-il un impact important? J'aime les anciennes, mais je veux vraiment la nouvelle couverture. Tu parles des couleurs des maisons sur la couverture? Elle ne les aura pas. Je pense que c'est le pull en dessous. Le pull. La seule chose qui aura une couleur différente, c'est le liseré du col du pull et la cravate. Les pulls sont tous de la même couleur, la cape aussi est de la même couleur. Eric L73 a envoyé ici la question. Amitié, Cheyo et Kako.
Appelez les saisons simplement Harry Potter et divisez les livres 4, 5 et 6 en 2 saisons. Qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, quand la série a été annoncée, je ne pensais pas qu'ils utiliseraient les titres des livres pour chaque saison. J'ai donc été surpris en voyant le teaser marqué Harry Potter à l'école des sorciers. Je pensais que ça allait être juste Harry Potter faire comme Game of Thrones, même style, et appeler ça saison 1, saison 2. Pour la saison, je ne vois pas de problème à ce que chaque saison porte le nom des livres. Et si les livres 4, 5 et 7 étaient divisés en 2 saisons? Je ne suis pas trop pour non plus qu'ils divisent une saison en 2. Peut-être qu'il faudrait plus d'épisodes. Ça donnerait beaucoup d'anxiété. Oui, Peut-être faire plus d'épisodes et, je sais pas, les sortir en 2 parties, une au début de l'année, l'autre à la fin. Non. Moi, je veux dire partie 1 et partie 2, tu vois? c'est ça divisé. Non, non. Attends, comment ça non? Comment ça je dis non? Comment? Qu'est-ce que j'ai dit? Écoute, on va poser une question ici, mais c'est ça, Eric. Moi, en tout cas, c'est mon avis. J'aimerais juste qu'au lieu de diviser, il y ait plus d'épisodes. Tu vois? Plus de temps par épisode. D'accord, regarde ça. Je suis Serino, tranquille. Oh, ce n'est pas tu veux, c'est tranquille, ça roule. Salut tout le monde. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur le risque que la série fasse un flop. J'ai peur de ça. Mon pote, Je pense que c'est très difficile. C'était juste un teaser, mec, pour que tu n'aies pas peur. Sans paiement, il a généré plus de 300 millions de vues organiques, plus du double de la dernière bande-annonce la plus réussie de l'histoire de HBO. Donc, la série va avoir une audience énorme, c'est un fait. Le défi pour eux sera de maintenir cette audience pendant toute la saison, n'est-ce pas? Parce que les curieux vont regarder le premier épisode. Oui, et ensuite, il faut garder ces curieux. Parce que les curieux, comme au cinéma, ce sont eux qui font que le box-office est grand au final. n'est-ce pas? Et c'est ça, non? La série va être regardée même par ceux qui disent qu'ils ne vont pas la regarder. Elle va être vue par ceux qui disent qu'ils détestent Harry Potter et qui voudront en dire du mal. Car si vous pensez qu'à la sortie de la série, nous serons les seuls à créer du contenu, il y aura en réalité beaucoup de personnes qui en feront, qu'ils aient un avis positif ou négatif. Rien que dans la bande-annonce, il y a déjà eu des petits malins qui ont fait des vidéos en criant aux préjugés partout, je ne sais même pas où, dans Harry Potter. Donc, c'est comme ça, il y en aura. Attendez-vous à ça, n'est-ce pas? Il y en aura. Parce que l'algorithme, les gens le connaissent. Soyez attentifs à l'algorithme. Parce qu'au milieu de beaucoup de gens qui pètent un câble, il y aura aussi des gens qui profiteront de cet algorithme, de ce même algorithme, pour surfer dessus aussi. Exactement. Le Domilufana Domilufana. Salut les gars! Pourquoi Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est-il le film préféré de la plupart des fans, alors que c'est le premier à différer autant du livre? Mince, on a déjà un sujet prévu. Exactement. Le Domilufan, on a un sujet qui va justement parler de ça. Pourquoi le prisonnier d'Azkaban est-il le chouchou des fans et est-ce qu'il a bien ou mal vieilli ou si d'autres films ont aussi bien ou mal vieilli? On est là-dessus. Honnêtement, je vais faire court ici pour ne pas trop m'étendre parce que je veux en parler dans l'épisode. Mais je pense que ça vient aussi beaucoup de l'effet de troupeau. C'est l'effet de troupeau et l'algorithme. C'est un mélange d'effets de troupeau et d'algorithmes. Les gens disent de Azkaban, c'est ceci ou cela. Les tweets ont plein de likes, etc. À long terme, ça a créé toute une mystique autour d'Azkaban, mais ça vaut le coup qu'on aborde ça plus en profondeur dans l'épisode. Yasmine Lovegood. Salut Thiago et Kako. Dis bonjour à Yasmine. Yasmine, Ma question est, est-ce que vous suivez l'émission de cuisine des jumeaux? J'adore. j'ai vu la première saison. J'ai vu la première saison aussi. Super, j'adore ce genre d'émission. J'ai vu la première. J'ai un problème avec les émissions de Harry Potter là-bas. Elles sont trop rigides. Elles sont vraiment, vraiment trop scénarisées. Beaucoup. Je l'ai compris, moi, en tant que créateur de contenu sur Harry Potter, j'ai fini par comprendre ça, qu'au final, s'ils veulent ça, eh bien, ça sera comme ils veulent, mais c'est dommage. Parce que c'est dommage. Ils perdent du charisme, des opportunités, de la spontanéité, beaucoup de choses, mais chaque entreprise a sa méthode. C'est ce que je veux dire, n'est-ce pas? De travailler, d'avoir leur propre programme. Dans le cas de Harry Potter, ce programme de quiz-là aussi était le programme bien. L'émission du gâteau, je trouve ça même sympa. À cause de Sim, Les jumeaux sont plus charismatiques, non? Voilà. c'est ça, mais je trouve encore que c'est un peu rigide. Parfois, je doute de la qualité des pâtissiers, mec. On dirait des acteurs, mais ils sont très bons. Mais c'est si rigide qu'on croirait des acteurs engagés et à la fin, il n'y a que du gâteau. Et ils suivent vraiment un script là, tu vois. Ah, ils suivent un script là. Beaucoup. C'est indéniable, on peut le remarquer. Je ne sais pas s'ils essaient de rendre ça naturel, mais ça ne l'est pas, tu vois.
Bon, les gars, c'était le momento berador de l'épisode d'aujourd'hui. Si tu veux nous envoyer ton message, discuter avec nous, le QR code est à l'écran. Il suffit de le scanner avec ton téléphone sur l'écran de ta télévision et d'envoyer ton message. Une autre conclusion aujourd'hui, mon cher. Merci, c'était Session Reservada, celui-ci sur Calderon Firado, le prochain sur Observatorio Potter. Abonnez-vous aux deux chaînes. Merci, toujours en collab. C'est ça, on est ensemble. Ah, merci.